On est en Salut, live. bienvenue dans la nouvelle émission féministe de l'UMA, Le Torchon Brûle. Avec moi, Hélène Bézier à ma droite qui fait coucou. Et à ma gauche, Blanche Sabat, notre première invitée. On est ravis de la recevoir aujourd'hui. Blanche, tu es activiste féministe, activiste aussi pour le climat. Et ton dernier ouvrage s'appelle Mythes et Meufs 2. Donc je montre à l'écran, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de la Saint-Valentin, puisque comme vous le savez, je pense, c'est dans 3 jours, et puis ça véhicule plein de clichés stéréotypés. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre votre avis sur la Saint-Valentin dans le chat, parce qu'on va sélectionner quelques témoignages qu'on pourra reprendre aussi ensuite. Ce sera aussi l'occasion de parler du viol conjugal et du devoir conjugal, puisque plusieurs associations notent la hausse des violences sexuelles le jour de la Saint-Valentin. Mais tout de suite, on va commencer avec donc Hélène Vézier. Hélène Vézier, que vous connaissez peut-être sous le nom de scène Madame Meuf. Je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. Et alors, Hélène, toi, t'en penses quoi de la Saint-Valentin ? Écoute, la Saint-Valentin, je crois que ça va bien se passer, comme dirait notre ami Gérald. Non, la Saint-Valentin, donc effectivement, c'est vendredi. Moi, j'avais une question. Les copines, est-ce que vous êtes épilées? Voilà, parce que tous les ans, quand même, la Saint-Valentin, c'est quand même la même limonade. Après Halloween, vous savez, et ça, son costume, c'est zombie, mais sexy. Noël et son costume Mère Noël, mais sexy. Quoique Noël, tu peux aussi faire un peu la bouffe, donc c'est sexy devant la pintade. Eh bien, voici la Valentine, super, super sexy. Donc, aspergée d'une fragrance intense et capiteuse, le sein qui quémande de l'amour sous sa guêpière comestible en bonbons. C'est-à-dire, c'est un coup à choper une pneumopathie foudroyante, car les amis, nous sommes en février. Voilà un peu ce que je pense de la Saint-Valentin personnellement. Pour vous, les nanas, les girls, j'ai trouvé sur Internet des idées pour inspirer vos Valentins. Ah, super! Blanche, alors, toi qui es coquette et féminine, pourquoi pas des petits chaussons siamois? Oui, ça existe absolument. Parce que comme nous le savons toutes, sans l'autre, nous ne sommes rien. Et aussi, ça t'évitera de sortir seule dans la rue comme une gourgandine, tu vois. Violaine, j'ai un truc pour toi. Violaine, toi qui es canaille et féline, pourquoi pas un petit flacon booster de libido? Ah bah... Non, en fait, ça existe, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça sur Internet. Ils sont bons vos cadeaux, je ne me suis pas foutue de votre gueule. Non, en fait, booster de libido, c'est-à-dire que tu trouves ça en 2 clics, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'aux recherches Google de Joël Guerriot. D'accord, heureusement. Joël Guerriot, petit avis là-dessus, Violaine? Sur la libido ? Non, sur Joël Guerriot. Enfin, la libido avec Joël Guerriot, perso, ça m'inspire assez peu. Mais non, je pense pas. Non. D'autant plus qu'il est effectivement poursuivi. Ouais. Enfin, une enquête est ouverte actuellement puisqu'il est accusé d'avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso afin d'abuser d'elle sexuellement. Voilà, et voilà qui fait une belle intro pour la Saint-Valentin. On ne sait pas comment Joël Guerriot va passer sa Saint-Valentin. En tout cas, si pour nous les femmes, être Valentine, ça implique d'être irrésistible, eh bien ça induit aussi de ne pas résister, tu l'as dit tout à l'heure, parce que si monsieur fait usage de sa carte bancaire, il serait quand même de bonne guerre qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Vous savez, selon l'expression dédiée, qu'on passe à la casserole. Un retour sur investissement, quoi. Passer à la casserole. Donc la définition du Larousse, c'est faire du sexe programmé, qu'on en ait envie ou non. La définition datée, c'est donc devoir conjugal. La définition juridique, c'est viol. Oui, et c'est malheureusement tout à fait d'actualité encore, cette notion de devoir conjugal, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme récemment, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais il persiste dans le droit français une interprétation par les juridictions qui consiste à dire que si une femme ou un homme, mais bon, ça concerne plus les femmes dans une société sexiste, n'a pas des rapports réguliers avec son conjoint, eh bien le divorce peut être prononcé à ses torts. C'est pourquoi la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme je le disais. Espérons que ça aboutisse à un changement de l'interprétation de la loi par nos tribunaux. Et en effet, parce que même sur un tapis de pétales de rose, en fait, si ton Valentin te susurre à l'oreille « Attends 2 secondes, j'ai bientôt fini », ça reste un viol conjugal. Même si pas tous les hommes, bien sûr, mais bon, quand même, la fête des amoureux, c'est un papa dans maman et basta. Une fête tellement inclusive également, quand même vraiment beaucoup. Par contre, ce qui est inclus aussi dans cette fête, c'est de claquer ton flouze. Donc là, il ne faut pas hésiter. Après le Black Friday, après Noël, après les soldes, et surtout après les coupes budgétaires de notre gouvernement. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu cette petite hausse de la TVA qui est prévue. Elle va être montée à 20% sur l'électricité.
Mais enfin bon, franchement, qui a besoin de chauffage en soutien-gorge bonbon, hein, voilà, une petite bouillotte vulve et c'est réglé. Hein. Voilà. Sinon, j'ai une autre idée cadeau pour la Saint-Valentin. Tu peux peut-être offrir ça allait un aussi chèque, bien que les premières. un chèque TVA. Ça, c'est utile et ça fait plaisir. Ou sinon, une smart box passe un week-end avec le chauffage. D'autant qu'en plus, c'est vraiment dommage, mais pour cette année, ce sera trop tard. Les smart box Club Med à Gaza ne seront pas encore en vente. Trump est en retard. Bon, sinon, il y a un truc qui est gratuit dans la Saint-Valentin, et ben, c'est les mots d'amour. Et figurez-vous qu'on a de la chance parce que pour notre première, on a reçu une carte. Ah oui, on a une carte, on a un fan. À mon avis, on a un admirateur. Fan, alors, à votre avis, qui c'est Eh bien, voici notre belle carte. Oh mon Dieu. Et oui, c'est notre GG. Salut les beautés, c'est Gérald. C'est quoi cette photo? Super, non? Vous savez, c'est pas facile maintenant, la Saint-Valentin, pour nous les mecs bien. On ne sait plus quoi dire, on ne peut plus rien dire. Mais j'aimerais vous faire plaisir. Donc, si ça vous dit, par exemple, je peux vous offrir un appartement. Si tu veux, envoie-moi un message et je t'enverrai une photo de ma... Voilà. Merci Hélène. Oui, on peut s'envoyer des cartes à nous-mêmes si vous voulez. Voilà, oui, on peut peut-être faire plutôt ça, en fait, pour faire de la Saint-Valentin, en fait, autre chose. Une fête de déclaration entre amis, une fête beaucoup plus inclusive. Hein, ça existe d'ailleurs dans plein d'autres pays. D'ailleurs, moi, j'ai des idées de cadeaux et des vraies idées de cadeaux pour vous. Ah, c'est toi. Attends, ça existe dans plein d'autres pays? Ouais, en fait, dans d'autres pays, tu peux offrir une carte d'amour à tes amis. Moi, je sais que dans les pays anglo-saxons, j'avais eu ça. J'habitais en Angleterre et mes amis m'offraient des cartes comme ça. C'est chouette, la Saint-Valentin. Absolument. Donc, tu peux faire même une Saint-Valentin soror. Moi, en tout cas, j'ai des cadeaux pour vous. Donc, plus que des chocolats au kirsch, plus que les coussins utérus roses. Plus que le booster de libido. Eh bien, voilà. Eh bien, pour toi, Blanche, moi, je pensais peut-être en cadeau un peu moins de produits en polyester véritable made in China, justement, dans nos cadeaux Saint-Valentin, histoire de faire une petite déclaration d'amour à notre planète. Violaine, pour toi. Moi, je pensais t'offrir un peu moins de classement sans suite. Ah, c'est très bien. Ouais. J'aimerais bien. Par J'en ai encore eu pour plusieurs des récemment, femmes. malheureusement. Hein, donc, oui. Et moi, je propose, plutôt que la soirée droit de cuissage, ou à minima, c'est la soirée injonction, où tout le monde se met la pression pour copuler, eh bien, moi, je propose de transformer très officiellement le 14 février en journée mondiale consentement is sexy. Consent is sexy. Non, en vrai, c'est pas mal, parfait. Franchement. Le 14 février, on fait une grosse pétition, Journée mondiale du consentement, parce que je crois qu'elle n'existe pas. Faudrait la lancer, cette pétition. En vrai, elle n'existe pas, je crois. Et parce qu'en réalité, l'amour, évidemment que c'est formidable. Tu vois, quand il est partagé et consenti, en fait, ça balaye tout sur son passage. Pour le coup, ça balaye aussi l'ordre établi. Donc, en soi, l'amour, c'est révolutionnaire. Alain Badiou, d'ailleurs, le philosophe, le dit, il compare l'amour à la politique, en disant que, en fait, en couple, souvent, on doit résoudre des conflits avec nos différences, et même en faisant de nos différences des forces créatrices. Et moi, je trouve que ça, aujourd'hui, dans la société un petit peu clivée qu'on a aujourd'hui, eh bien, un petit peu d'amour, ça pourrait nous faire du bien. C'est sûr, surtout dans le climat politique actuel et sociétal, ça ferait du bien d'avoir un peu plus de douceur. Merci beaucoup Hélène, on te garde avec nous pour réagir sur les témoignages, donc à la fois sur les rôles genrés et sur le devoir conjugal. Alors n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous voulez qu'on prenne votre témoignage par la suite, c'est tout à fait possible. En attendant, je voulais vous lire quelques-uns des témoignages que j'ai reçus et puis on pourra réagir ensemble dessus, parce que ça peut sembler bateau, en fait, la culture sexiste, on peut se dire c'est pas très grave, vous n'avez pas d'autres choses à faire, vous pouvez pas lutter contre des choses plus importantes, mais en réalité c'est un continuum, c'est-à-dire que ce qui fait que voilà, comme tu le disais Hélène, les filles elles devraient être douces, sentir bon, être effacées, voilà, parce que le revers de la médaille entre guillemets d'être protégée, c'est bien sûr qu'on ne peut pas décider de manière indépendante. Et bien ces rôles genrés avec un homme qui est viril, fort, qui pleure pas, ça a des incidences sur la culture du viol et sur le nombre d'agressions. Alors, on vous avait demandé un peu avant l'émission vos avis sur les clichés de la Saint-Valentin, que ça puisse paraître des plus anodins au plus grave, malheureusement. Alors, je vais commencer par vous parler, par exemple, de Marion. Marion qui nous dit que ça lui fait plaisir de payer au restaurant, mais pas à la Saint-Valentin, et que si le mec ne paye pas au premier encart, c'est mort. Et puis, on a Julien qui nous dit que lui, quand une femme l'invite au restaurant, il se sent quand même un peu gêné, même s'il sait qu'il aimerait arriver à ne plus être gêné par ça. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit mouvement de qu'est-ce que la personne, le serveur, la serveuse va penser si c'est quelqu'un qui m'invite. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Blanche, de ces rôles stéréotypés pour la Saint-Valentin, mais de manière générale? De manière générale, c'est quand même un peu triste que ça mette les gens mal à l'aise d'avoir un partage un peu plus équitable des revenus, parce que
des revenus et des cadeaux qu'on se fait et des attentions qu'on a l'un pour l'autre, quoi. Parce que dans ces cas-là, ça va complètement dans ce que tu disais dans ta chronique, c'est de passer à la casserole. C'est-à-dire que tu emmènes quelqu'un au resto parce que tu veux lui faire une faveur, mais du coup, c'est bizarre si ta copine te fait un cadeau. En fait, ça traduit une espèce de hiérarchie dans la relation et le fait que tu considères pas du tout ta meuf comme ton égal. Si t'es pas capable d'accepter un cadeau de sa part, c'est pas ton enfant, elle est pas sous ta tutelle, c'est pas normal que ce soit toi qui lui achète des choses tout le temps. Enfin, c'est quand même super bizarre en fait. Tu te sens rabaissé quand ta copine te fait un cadeau, effectivement, tout à fait. Dans le dernier rapport là, du Haut Conseil à l'égalité, il y avait encore une frange ultra élevée, 40% je crois, d'hommes qui considèrent que c'est à l'homme d'amener l'argent dans le foyer, tu vois, de gagner plus que maman, quoi. Et ça, et en plus dans ce rapport, rappelez-vous, c'était pareil en 2024 et c'est le cas en 2025. Et c'est sur des franges de mecs jeunes, tu vois, c'est des 25-35 ans qui sont de plus en plus sexistes, alors que nous, les femmes, on est de plus en plus féministes. Mais donc voilà, ce rapport à l'argent, il est problématique. C'est le Haut Conseil à l'égalité dans son dernier rapport qui alerte sur le fait que les clichés effectivement remontent chez les jeunes de 18 à 24. Donc finalement, est-ce que pour celles ou ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, parce que je vois beaucoup dans le chat effectivement, non mais que je ne vois aucun intérêt à la fêter, etc. Mais est-ce qu'il y a une manière de la fêter de manière moins genrée? Alors Blanche, t'as une idée toi ou... C'est la Ligue des Champions, c'est vrai, souvent le mardi, mercredi ou mercredi, jeudi. Est-ce qu'il y a une façon de fêter la Saint-Valentin de manière moins sexiste? S'écrire des trucs déjà, tu vois, en fait se dire des trucs d'amour, c'est quand même chouette, c'est gratuit et ça fait plaisir, tu vois, s'écrire des trucs un peu que tu penses vraiment que tu dis jamais. On peut s'inspirer des communautés queer comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a une valeur comme l'amour ou comme la famille qui en soi est belle mais qui est devenue une espèce de colonne vertébrale récupérée par les réacs pour en faire des concepts nauséabonds et excluants, en fait on peut regarder comment les gens font autrement quand ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils sont à la marge. Et je trouve que les communautés queer, lesbiennes notamment, comment elles se réapproprient la famille, comment elles se réapproprient l'amour, les déclarations d'amour, le fait de faire couple, de relationner. D'ailleurs, j'aime bien moi ce terme relationner parce que dans le couple, il y a tout de suite cette idée de s'appartenir, d'exclusivité sans doute, de propriété. Enfin, ça charrie tout un imaginaire pas forcément hyper sympa. C'est le truc très normatif et exclusif, le couple. Ça véhicule des idées comme ça, alors que quand on dit relationner, c'est quand même un tout petit peu plus flexible. Et je trouve que quand on regarde comment est-ce que des personnes qui ont été longtemps exclues de cette normalité de l'amour se le réapproprient et en font quelque chose de beau et de moderne et de souple et d'inclusif. En général, c'est hyper inspirant. En fait, c'est réinventer complètement des façons d'être et d'aimer. Ouais, de relationner, d'aimer et de célébrer ça aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'en couple hétéro, il y a sûrement plus de difficultés sur le fait de sortir de ce cadre, puisque c'est un cadre qui est là et qui est du coup dans lequel on se sent presque obligé d'être. Donc, comme tu disais, l'exclusivité, le fait d'avoir des rôles complètement genrés. Alors que c'est vrai que quand tu es de toute manière, t'as pas d'autre choix parce que de toute manière, tu n'existes pas aux yeux de la société. Tu es obligé de réinventer tes propres règles et sûrement que ça nous donne une bonne leçon sur le fait de réfléchir à comment être plus inclusif, plus tolérant et finalement d'aimer sans avoir pour but finalement de l'afficher dans une vitrine comme on le voit à la Saint-Valentin où en fait on a l'impression que c'est souvent ma Valentine, mon Valentin en photo et effectivement c'est très hétéronormé de réagir comme ça, je trouve. Tu peux te le faire en célibataire aussi, hein. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de la fêter seule et de me faire plaisir, je sais pas moi, de m'acheter un truc que j'aime bien, rien à faire, ou alors d'aller draguer, ou alors de faire autre chose. Enfin tu vois, l'amour est multiple, les formes sont multiples. Ça marche de draguer à la Saint-Valentin? Ça marche à mort. Okay. Ça marche à mort, c'est comme aller à Venise entre copines, je vous le conseille vraiment. C'est-à-dire que comme tu n'as que des couples, tu as vraiment une très belle ouverture, un très beau champ d'action. Et c'est pareil pour la Saint-Valentin. J'ai vu sur le chat qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de soirée Ligue des Champions. Tu peux aller dans le bar de la Ligue des Champions et là tu fais... Ça, j'ai fait une année, si tu es hétéro, tu peux y aller, tu vois. Enfin, je me rappelle m'être retrouvée devant du foot. À la Saint-Valentin? Non, souvent, moi je me souviens une fois, j'avais vu un bar qui avait d'un côté les cœurs entremêlés, tu vois, avec des petits ballons, et de l'autre côté l'écran. Genre, ça va bien se passer là aussi. Et comme on le disait en début d'émission, malheureusement, la Saint-Valentin, c'est aussi une période où il y a une recrudescence des violences sexuelles. Ça a été souligné par plusieurs associations, mais aussi par un rapport d'une université. C'est-à-dire qu'en fait, autour de tous ces clichés qui semblent anodins, il y en a un qui est
beaucoup plus grave, qui est celui où on pense que parce que c'est la Saint-Valentin, voilà, il faut faire plaisir à l'autre, il faut être disponible, et donc il faut être sexuellement disponible. Et donc, quelque part, c'est comme des relations sexuellement, je veux dire, des relations programmées, enfin, vous avez compris. Voilà, c'est le 14 février, il faut absolument faire l'amour, sinon le conjoint ou la conjointe, le cas échéant, sera vexé, pas bien, etc. Mais c'est sûr que c'est une pression qui pèse beaucoup sur les femmes. Et ça me permet de vous donner un témoignage. Donc celui-ci, il n'y a pas de prénom du tout parce que c'est une femme qui souhaite rester complètement anonyme et qui en fait m'avait fait part du fait que pour en fait son ex-conjoint, alors peut-être trigger warning, on va parler quand même de violence sexuelle, donc si vous souhaitez ne pas écouter ce qui suit, c'est quand même une description d'une scène de viol. Donc je laisse quelques secondes s'il y a des personnes qui veulent mettre en pause, enfin revenir juste après. Voilà. Donc elle décrit qu'elle dormait avec son conjoint, qui est désormais son ex-conjoint, et qu'il n'a jamais compris pourquoi elle était traumatisée, ni pourquoi elle l'avait quitté. Mais en fait, elle a été réveillée par le fait qu'il a introduit son poing dans son vagin. Et donc, elle s'est réveillée en panique et elle lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui a dit de manière tout à fait évidente, en réalité, quoi, il y a un problème, voilà. Et à partir de ce moment-là, donc c'est un viol, hein, et ça a des conséquences traumatiques. Évidemment, elle a eu une période de dépression et elle a fini par quitter son conjoint. Ça a été difficile pour elle de mettre le terme du mot viol sur ce viol, parce que voilà, on ne nous apprend pas forcément que déjà ça existe, le viol conjugal. Est-ce que Blanche, tu as une réaction sur ça, ou Hélène, est-ce que ça vous évoque des choses est-ce qu'autour de vous, vous avez aussi des amis, voilà, qui ont connu ce type de... Ouais, j'en ai, ouais. Oui, j'en ai, mais en fait, c'est toujours éduquer, redire. Moi, j'ai aussi des amis, tu sais, les fameux mecs bien, qui sont persuadés, en effet, que un petit coup dans le nez, c'est pas très grave, alors qu'un petit coup dans le nez, tu sais pas dans quel état, comment elle réagit à l'alcool, la personne en face. Donc oui, le consentement, c'est tout le temps. Ou alors, je l'ai un peu réveillé la nuit, ou j'étais un peu automatique, j'étais un peu brusque, mais bon, je ne sais plus. Enfin, voilà, tout ça, c'est des étapes du consentement. Et ça, c'est martelé, quoi. Enfin, c'est pour répondre justement à ces phrases, ah, c'est bon, on va pas faire un contrat à chaque fois qu'on vous met une main sur les fesses. Mais en fait, non, c'est pas un contrat arrêté dans le temps. C'est quelque chose. Alors oui, bien sûr qu'on est entre adultes et on est intuitif, etc. Voilà, mais ça ne gâche rien. Au contraire, c'est très sexy et très beau de dire, et ça, je peux, et ça te plaît. Voilà, et en fait, à plusieurs changer étapes ses du moment, habitudes. parce qu'on peut s'arrêter aussi pendant, on peut ne pas être à l'aise, on peut s'arrêter juste quand on est en culotte. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut, les hommes comme les femmes, tout le monde fait ce qu'on veut, fait ce qu'il veut. Donc voilà, ça c'est. Mais je trouve complètement de mauvaise foi cet argument de on va pas faire un contrat et tout, parce que comme dans ton exemple là il y a 2 secondes, dès qu'on dit en fait ça c'est pas ok, ça c'était pas consenti, c'est une agression, c'est un viol, les mecs prétendent qu'ils ne savaient pas. Quoi? Ah bon? Tu n'étais pas d'accord pour que je fasse ça? Mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas pourquoi il a été quitté. Et quand on dit, dans ces cas-là, disons les choses de vive voix, comme ça, il n'y a pas de méprise. Ah non, on va pas faire un contrat. On se sait. Je me dis, du coup, tu sais ou tu sais pas? Je l'ai vu dans son Soit regard. c'est tellement limpide qu'il n'y a pas besoin de contractualiser, mais dans ces cas-là, tu tombes pas des nues si je te dis que tu m'as violée. Soit tu ne comprends rien parce que tu es quelqu'un de très 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 ingénu à qui il faut expliquer les choses. Du coup, oui, contractualisons. Enfin, désolé, mais ça peut pas être à la fois limpide et extrêmement flou et ambigu et ligne grise. C'est l'un ou l'autre en fait. Et c'est intéressant de voir que l'argument change selon notre réaction à nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent leur fusil d'épaule à la seconde où on avance que peut-être il faudrait être un poil plus explicite. C'est vrai que dans les témoignages d'anciennes victimes ou d'amis, etc., les changements de version des hommes qui sont accusés sont très très fréquents. Ça va de « je me souviens pas » à « non mais en fait t'étais réveillée » à écoute, je comprends que tu l'aies mal pris, mais moi c'est pas ce que je voulais faire » voilà ce que je disais tout à l'heure, sur la personne qui témoignait en disant qu'elle elle avait été réveillée par un viol et que l'homme ne comprenait pas. C'est je pensais que ça te ferait plaisir, enfin je vois pas le problème. Donc c'est ça en fait, c'est un peu facile de ne rien assumer du tout, sauf quand les preuves sont tellement accablantes et c'est tellement rare malheureusement qu'il y ait des preuves accablantes dans les affaires.
Donc oui, peut-être qu'avec une meilleure éducation sur ces problématiques de consentement, qui ne devraient pas être des problématiques, qui devraient être des choses fluides. Enfin, on devrait parler de consentement à tous les âges pour expliquer que quand on est enfant, un adulte n'a pas le droit de toucher le corps d'un enfant, pour expliquer que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est obligé de faire des bisous. Ces thématiques-là, je pense que si elles sont mises sur le débat public, ce qui apparemment devrait être le cas, en tout cas dans l'éducation, on y reviendra tout à l'heure, à partir de la rentrée, il y aura sûrement Normalement, c'est une annonce gouvernementale, on verra s'ils le font, les séances d'éducation à la vie affective et sentimentale qui devraient être tenues. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment changer la donne sur justement cette notion de consentement et de viol conjugal? Moi, je pense que c'est un super outil. Je pense que c'est vraiment primordial et moi, j'aurais aimé savoir beaucoup de choses plus tôt. Le féminisme a été mon éducation à plein de choses et je me dis qu'il y a plein de jeunes gens qui tombent tard ou pas du tout dans le féminisme et que donc du coup, les faire profiter de toutes ces choses qu'on a découvertes, un peu défrichées, soit dans nos relations, soit sur les réseaux sociaux, soit grâce à des choses qu'on a lues mais qu'on ne nous a pas enseignées, qui ne faisaient pas partie du canon en fait de l'enseignement général. Ça, c'est extrêmement précieux. Après, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui prétendent ne pas savoir, ne pas comprendre, mais qui savent très bien. Le mec, je suis désolée, trigger warning, mais si quelqu'un le réveillait en insérant son poing dans son corps à lui, je pense qu'il comprendrait tout de suite. Je n'avais pas l'intention. Quand on dort, on n'est pas d'accord, quoi. Complètement. Je pense qu'il y a aussi une question de... Évidemment, je pense que pour la jeune génération, surtout si les jeunes mecs sont de plus en plus masculins, c'est hyper important que l'école et les institutions publiques, étatiques, générales se fassent le relais des discours féministes. Je pense que c'est primordial, mais je pense aussi que les adultes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié de cette éducation, qui sont maintenant des adultes et pour qui il est entre guillemets trop tard, parce que là on parle de mesures qui auraient un effet pour les générations qui vont arriver, mais pour les adultes qui sont là maintenant, qui sont en majorité et qui sont très nombreux, je pense qu'ils jouent un peu au débile et qu'il faut envisager tout un... Moi, je suis d'accord avec l'idée de jouer au débile. Ce qu'on appelait avant la l'homme pâle, mais l'affaire a été classée. C'est oui, je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention. Enfin, écoute, on s'en fout de l'intention. On ne juge pas des intentions, on juge des actes, en fait. Et pour en revenir à l'éducation à l'école... je pense que oui, il y a tellement de multiplicité de discours dans les familles. Au moins, c'est déjà une base. Et en plus, ça peut aussi, j'imagine, permettre d'identifier des problèmes. Tu vois, c'est des enfants qui auront au moins peut-être un interlocuteur ou une interlocutrice en cas de violence aussi. Tu peux voir comment réagit l'enfant, tu peux le faire parler. C'est aussi un biais. Il y a plus de psychologues scolaires, il y en a une pour des établissements. Donc oui, je pense que c'est fondamental. Et ouais, je te dis, marteler à tous les âges, et c'est jamais gênant, et c'est jamais trop tôt, en fait. C'est jamais trop tôt. Moi, mes enfants, il s'est passé des trucs terribles quand ils étaient en CP, et moi, j'étais, waouh, on n'a pas commencé à en parler déjà. Alors, j'ai acheté tous les bouquins, parce que je peux acheter tous les bouquins, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est jamais trop tôt, je pense. Et dans le chat, alors vous nous dites, alors il y a Mejdaline qui nous dit que le plus dérangeant avec la Saint-Valentin, c'est les grandes marques qui ne vendent qu'une seule vision du. Alors c'est coupé juste après, mais je crois que c'est du couple, réducteur et triste. Il y a Maria qui nous dit que Blanche, tu es très juste comme d'habitude et effectivement que les hommes ne peuvent pas à la fois jouer les ingénus et nous envoyer chier quand on pose les termes. Alors je m'excuse, j'arrive pas à lire le nom du dessous. C'est un pseudo avec des zéros, donc je sais pas si. Maria, non Non, en vert. Yeleno zéro. Ouais. Qui nous dit l'absence de refus passe toujours pour du consentement. Oui, effectivement. C'était c'est là, oui. Parce qu'il y a zéro. On a Mike à la régie qui nous aide. Qui nous dit l'absence de refus qui passe toujours pour du consentement. Alors ça, c'est sûr que c'est ce que disait déjà à l'époque Gisèle Halimi, qui disait qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour qu'un homme comprenne. Parfois, je veux dire, elle disait, est-ce qu'il faut qu'on meure pour qu'on nous croie C'était un slogan des collèges féminicides, qu'on a beaucoup collé à la grande époque de CFP en 2019-2020. On nous croira quand on sera morte. Et c'est aussi pour ça que les féminicides ont eu un impact culturel tellement fort. C'est parce qu'on était en mode là, on ne peut pas nier que, on ne peut pas dire qu'on ne la croit pas puisque elle est décédée. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour intervenir avant ce constat horrible, voilà. Oui, parce qu'effectivement, les violences sexuelles se passent quand même dans 9 cas sur 10 dans des sphères privées, puisque dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Et tu vois, Blanche, ce que tu dis me fait vraiment penser à cette jeune femme dont j'assiste les parents,
qui s'est suicidée il y a 1 an parce que voilà, elle avait l'impression que la justice la croyait pas, que son enquête s'est objectivement extrêmement mal passée. Et donc voilà, on n'en parle pas assez des suicides causés par les viols, et je pense que c'est un vrai sujet, sans même parler d'ailleurs aussi, il y aurait les dépressions, les conséquences médicales. Ça aussi, on l'a collé. Femmes poussées au suicide, féminicide. Tout à fait, on pourrait les comptabiliser, entièrement d'accord. Alors, si vous avez des réactions, n'hésitez pas dans le chat, comme on vous l'a dit. On jette un œil de manière régulière. Merci Hélène d'être venue, et on te retrouve pour la prochaine. Absolument, Donc, merci. Ce sera le 11 mars. Tout à Et fait. avant de partir, moi j'avais une question, mais Voilà. du coup pour la Saint-Valentin, avec quel personnage d'illustre mais mort, femme ou homme, t'aurais pu la passer, quoi, si tu devais... C'est pas très gentil, parce qu'en fait, j'avais dit en off que j'aurais pu passer un petit moment avec Jésus, parce que je trouvais le truc quand même, moi qui suis canaille et féline, non, j'aimais l'idée déjà d'avoir cet homme en slip, mais qui est quand même de toute beauté. Mais non, je me disais, on va pouvoir changer le destin de Jésus. Jésus va pouvoir nous dire la vérité à tous et à toutes. Et en fait, on m'a dit non, c'est pas rétroactif, il peut pas annuler l'histoire. Donc, j'ai pas eu le temps de changer. Sinon, plutôt avec Dua Lipa, elle est pas morte, mais je veux bien la recevoir dans mon salon aussi. Ok, merci. Bon, merci. Et à la prochaine. On te retrouve le 11 mars, du coup, Tout pour à la fait. deuxième. Tout à fait. Et tu peux me faire une petite promo pendant que Et oui. ma collègue arrive. Ton nouveau spectacle, la tournée commence quand, rappelle-moi? La tournée, ça commence au mois de mars. Je suis partout en France avec mon spectacle qui s'appelle Madame Meuf 10 femmes, mais en vrai, il va s'appeler Testostérone, à très bientôt. Et puis, j'ai un bouquin qui s'appelle Très Très Feutré, aux éditions du Rocher, qui parle de ma vie comme sous-fifre d'élu. C'était ce que je faisais avant. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Madame Meuf. Voilà. Et vous pouvez donc retrouver Hélène Vézier sur Instagram. Donc, vous l'avez compris, son nom sur Insta, c'est Madame Meuf. Merci. Et on accueille Julia Amlaoui, qui est chef de la matinale à l'UMA. Salut Julia. Et Julia va nous parler, nous délivrer sa super chronique qui s'appelle Backlash. Ouais. Alors l'idée, c'est une revue d'actu féministe pour tenter en fait une sorte de backlash du backlash. Parce que là, avec Trump, Retailleau, Némésis, les féminicides, vous en parliez à l'instant, les mascus qui progressent. Ce mois-ci, on a malheureusement du lourd. Et moi, je voulais commencer par le backlashiste en chef de ce mois, Donald Trump. Ah. Mais tu nous as pas précisé ce que c'était le backlash. Peut-être que pour certains, c'est pas forcément clair. C'est vrai. Alors, on va en dire quelques mots très rapidement. C'est un concept qui a été théorisé dans les années 90 par la féministe américaine Susan Falundy. En VF, on dit retour de bâton. L'idée, c'est qu'après une avancée des droits des femmes, il y a une contre-offensive masculiniste et réactionnaire. En gros, si on était dans la guerre des étoiles, ce serait l'Empire contre-attaque. Ouais. Voilà, et donc ce mois-ci, notre Palpatine, c'est Donald Trump. Parce que depuis son investiture le 20 janvier, c'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête. Enfin, je ne sais pas vous, en tout cas, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a encore quelques années, si un auteur ou une autrice d'anticipation avait écrit le quart du tiers de ce qu'il a déclaré depuis son investiture, on se serait dit qu'il y allait beaucoup trop fort. C'est vrai quoi. Le président de la première puissance mondiale qui dit face caméra très tranquillement qu'il envisage de commettre un crime contre l'humanité à Gaza en expulsant les Palestiniens pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, évidemment. Mais du coup, revenons à nos moutons, parce que il n'a pas fait que ça, évidemment. Entre un décret pour quitter l'OMS ou un autre pour lancer la chasse aux exilés, Donald Trump n'a pas oublié celle qui disait pendant la campagne vouloir protéger, qu'elle le veuille ou non. Bon, depuis sa protection, ça consiste à mettre en place une stratégie à bas bruit pour s'attaquer à l'avortement. Alors, sur la question, c'est vrai, on n'a pas eu le droit à une prise de parole intempestive, ni à un décret tonitruant pour le moment. Et pour cause, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 5 novembre, au moment de la présidentielle, il y avait aussi toute une série de référendums aux États-Unis. Et le camp pro-choix, à ce moment-là, a gagné 7 des 10 référendums sur le sujet de l'IVG, y compris dans certains bastions conservateurs. Du coup, ils ont mis la sourdine sur la question. Mais en mettant la sourdine, comment s'y prennent-ils pour quand même attaquer l'avortement alors ?
Eh ben, vous vous souvenez de Robert Kennedy Jr., le complotiste anti-vax qui a été choisi par Donald Trump pour devenir secrétaire d'État à la santé. Eh ben, en fait, c'est sa récente audition au Sénat qui a montré comment il compte s'y prendre. L'acte 1, interdire la mifepristone, qui est utilisée dans la moitié des IVG médicamenteuses dans le pays, au nom de la sécurité sanitaire, alors que toutes les études sérieuses montrent que c'est ultra safe. Et acte 2, avancer ces billes pour interdire au niveau fédéral les avortements dits tardifs. Oui, en plus tardif, on ne sait pas trop si c'est ce qu'ils entendent par tardif, quoi. Exactement, c'est une notion super floue qui va permettre derrière d'attaquer l'IVG dans son ensemble et pour ça d'avoir une loi au niveau fédéral. Du coup, il faut se rappeler quand même qu'on avait été prévenus et avec l'influenceur masculiniste et suprémaciste Nicolas Fuentes, il avait carrément donné le ton dans une vidéo sur ses très influents réseaux dès l'annonce de la victoire de Trump. Donc je vais vous le citer, attention, ça pique les oreilles, je vous préviens d'emblée. Ça donnait « Eh salope, oui les hommes gagnent encore et devinez quoi, nous contrôlons vos corps, c'est votre corps, mon choix ». Bon, je vous avais prévenu. Voilà. Mais ça, il faut savoir que c'est que la phase immergée pour le moment. C'est le renversement de My Body, My Choice. Exactement. Your Body, My Choice. Ouais, voilà. Ouais. Et ils ne s'arrêtent pas là, évidemment, parce que ça, c'est ce qu'ils essayent de faire avancer en sous-main. Mais comme les réacs d'ici, Donald Trump a ouvertement lancé l'offensive contre les personnes transgenres, interdites d'armée, de compétitions sportives dans les universités, etc., etc. Et pour tout ça, il souffle sur les braises des angoisses virilistes de ceux qui ont besoin de se conforter dans le schéma patriarcal le plus tradit qui soit. Petit exemple au hasard avec Mike Johnson. Lui, c'est le président républicain de la Chambre des représentants, rien de moins. Et il a dit, pour fermer le banc, comme ça, tranquillement, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, et les hommes ne peuvent pas devenir des femmes. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on assène une contre-vérité sur le ton de l'évidence et emballer, c'est peser. Et d'ailleurs, pour Trump, toutes les occasions sont bonnes, même les plus dramatiques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce crash qui a eu lieu il y a pas si longtemps. C'était le 29 janvier entre un avion et un hélicoptère militaire à Washington. Et ben à ce moment-là, Donald Trump, il disait, donc en s'adressant aux régulateurs américains de l'aviation à propos d'eux, ils ont même donné une directive trop blanc. Or, nous voulons des gens compétents. Donc en fait, il a dit qu'il fallait embaucher que des personnes blanches. Bah voilà, en gros, pour avoir des gens compétents, pour lui, c'est ça. Donc sa cible, là, en l'occurrence, c'est les programmes diversité, équité et inclusion mis en place dans l'administration et fut un temps dans les grandes entreprises. Alors, depuis l'investiture de Donald Trump, elles y mettent tout un terme les unes après les autres. Encore Google, la semaine dernière, l'a annoncé. Et alors, bien sûr, là, Donald Trump, il vise la lutte contre le racisme prioritairement, mais ça fait coup double du coup avec l'égalité homme-femme, car comme bien souvent, on le sait, tout est interconnecté. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, ici, ça va pas très, très bien non plus. Eh oui. Les disciples du maître sont en forme ici aussi, ils se sentiraient presque pousser des ailes. Et d'ailleurs, dans le cas de Bruno Retailleau, ça l'a amené à faire une gaffe. Vous avez peut-être eu en écho cette petite phrase. Je voudrais vous féliciter, bravo pour votre combat, j'en suis très proche. Alors ça, c'était le 21 janvier lors d'une conférence sur la sécurité. Et le ministre de l'Intérieur répondait à Alice Cordier. Alice Cordier, je ne sais pas si dans le chat, vous voyez qui c'est, Alice Cordier. On va voir, on laisse 10 secondes. Je ne sais pas si quelqu'un remet cette personne. Et voilà, c'est ça. Bravo, on a trouvé. Bingo. Marie a trouvé. Oui, la porte-parole de Némésis. Alors, Némésis, pour celles et ceux qui auraient eu la chance de ne jamais en avoir entendu parler jusque-là, c'est un groupuscule de femmes qui est xénophobe, raciste, identitaire et qui veut se faire passer pour féministe. Alors, elles font partie de celles et ceux qui, pour parer les coups du patriarcat, clament sur tous les toits que le vrai problème des femmes, ce sont les étrangers qui passeraient leur temps à les violer dans les parkings sombres. Évidemment, c'est contre les faits, puisque 91% des viols sont commis par des hommes connus de leurs victimes. Et ça, c'est pas des hystériques féministes qui le disent, c'est le ministère de l'Intérieur dans une étude de 2019. Du coup, pour les militantes de Némésis et compagnie, elles sont obligées de faire profil bas, comme quand, au moment du procès des viols de Gisèle Pelicot, par exemple, la réalité éclate au grand jour. Le ministre
de l'intérieur, lui aussi a dû faire profil bas après sa sortie, puisqu'il a été contraint de rétropédaler, pris dans le sac en public, la main dans le sac, pardon, en public de ses amitiés identitaires. Du coup, il a dit qu'il n'était pas au courant des positions très radicales de cette association. Ça laisse songeur. Enfin, en tout cas, moi, ça me laisse songeuse quant au niveau d'information de la place Beauvau sur les groupuscules d'extrême droite. Mais ils disent n'importe quoi, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est Elisabeth Borne aussi qui disait on n'attend pas d'un ministre qui soit expert de son sujet. Enfin, moi, ça m'étonne pas du tout qu'ils connaissent pas la composition des différents groupes féministes. Enfin, oui, vous êtes incompétent, oui, effectivement. Pardon, vas-y. Oui, non, mais c'est vrai, ça laisse perplexe, en tout cas, moi, je trouve quand même. Et puis surtout, ça reste l'aveu involontaire d'un membre du gouvernement qui explique peut-être en partie pourquoi tant de femmes continuent de mourir sous les coups de leur conjoint au WEX. Vous en parliez à l'instant. Là, on en est à 12 depuis le début de l'année, selon le recensement du collectif Interorga Féminicide. Et je le rappelle, on est seulement le 11 février. Et ces féminicides, ils sont bien souvent la chronique d'une mort annoncée, plus encore que dans le roman de Gabriel Garcia Marquez. Et ça, c'est le procès de l'assassin de Sandra Pla fin janvier qui nous l'a encore montré. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'était passé pour le féminicide de Sandra Pla, justement? Oui, bien sûr. C'est une histoire qui est malheureusement récurrente. Son ex lui a infligé une 50aine de coups de couteau après s'être introduit chez elle pour attendre qu'elle revienne d'avoir déposé leur enfant à l'école. Et avant ça, elle avait porté plainte à plusieurs reprises. Elle avait demandé une ordonnance de protection. Elle avait écrit au procureur et même au président de la République. Sandra n'aurait jamais dû mourir. Elle n'a pas été protégée. C'est ce qu'ont scandé les féministes devant le tribunal lors du procès à Bordeaux. On y reviendra avec Blanche aussi, parce que c'est vrai qu'à travers le collectif Notre Orage, tu luttes beaucoup contre les dysfonctionnements judiciaires. Et justement, quand des femmes signalent les violences, qu'on les laisse pas seules face à cette violence, jusqu'à parfois le féminicide. Exactement. Et dans ce slogan qu'ont brandi du coup les féministes au moment du procès, là, on parle de protection, mais alors c'est pas une protection à la Trump, hein, c'est être vraiment protégé avec des moyens à la hauteur. En même temps, qui a envie d'être protégé par Trump? Blanche? C'est vrai. Mais alors même sans lui, ici on n'est toujours pas protégé, puisque c'est 2,6 milliards par an qui sont nécessaires pour lutter vraiment contre les violences faites aux femmes, selon les estimations des associations féministes qui n'arrêtent pas de lancer ce cri d'alerte. Et oui, mais au lieu de justement d'accorder des fonds aux féministes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, aux associations, le gouvernement emploie ces fonds pour envoyer ses représentants lutter contre l'avancée des droits des femmes dans certaines villes de notre pays, comme... Et oui, comme à Toulouse en novembre dernier, cette fois c'était au tour de la préfecture de l'Isère de s'attaquer aux congés menstruels, mais aussi aux congés post-IVG et aux congés pour le deuxième parent que la ville et la métropole de Grenoble ont décidé d'accorder à leurs agents. Alors ok, le congé menstruel, ça fait débat parmi les féministes du fait de possibles effets pervers qui pourraient se retourner contre les femmes, mais alors c'est pas du tout ce qui inquiète la préfecture de l'Isère en l'occurrence. Non, ce qui l'inquiète, c'est que ça mettra en cause les fameux 1607 heures de travail qui ont déjà coûté de nombreux droits aux fonctionnaires. Alors, backlash à venir ou pas, ça on le saura dans 15 jours quand le tribunal administratif rendra sa décision. En tout cas, c'est un peu déprimant tout ça. Est-ce que tu crois quand même qu'on va pouvoir s'en sortir de ce naufrage? Alors, il y a du boulot, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous en avez parlé juste avant, mais c'est ce que montre le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui est sorti le 20 janvier dernier. Alors chez les femmes, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, c'est plutôt rassurant. Elles sont plus féministes, nous dit le Conseil. En revanche, chez les hommes, même dans les jeunes générations, on note de plus en plus de sensibilité au discours masculiniste. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, une remarque ou une blague sexiste, nous dit le HCE, est dérangeante pour 3 femmes sur 4, mais pour seulement 1 homme sur 2. Et alors pareil, on en parlait aussi au début de l'émission, là je cite le Haut Conseil, tous les items indiquant une adhésion à des stéréotypes féminins. Alors c'est être fidèle, sérieuse, douce, sensible, discrète, avoir des enfants, être mince, avoir peu de partenaires sexuels, se maquiller, j'en passe. Ah oui, le body count. Exactement, et pas forcément des meilleurs évidemment. Et tous ces items-là ont encore augmenté cette année. Voilà.
Bon, Mais bah, dans tout ça, il y a quand même, il y a oui, quand des même bonnes une nouvelles. bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle et ça concerne le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est EVAR de son petit nom. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure. C'est la cible favorite des réacs de tout poil. Des assos de parents pilotés par Zemmour et compagnie, aux fans de la première heure de la manif pour tous, en passant par Alexandre Portier, qui était encore ministre délégué à la réussite scolaire à l'automne dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps, hein, quand il a dit ça tranquillement dans l'hémicycle du Sénat. Je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme en l'état n'est pas acceptable. Eh bien, ce programme, que ça lui plaise ou non, il va enfin entrer en vigueur. Il a été publié au bulletin officiel jeudi dernier. Alors d'accord, c'est Elisabeth Borne qui est aux manettes, pas forcément très rassurant. Et d'accord, il a été un peu expurgé, puisque la notion de transphobie, par exemple, a disparu de la dernière version. Et c'est d'autant plus grave, on l'a dit tout à l'heure, que c'est un terrain privilégié d'attaque des réacs, que ce soit ici ou de l'autre côté de l'Atlantique. Mais quand même, entendre parler à l'école de genre, de consentement, de lutte contre les inégalités, contre les stéréotypes, contre les violences sexuelles, c'est un pas indispensable pour mettre un terme à toutes les violences engendrées par le patriarcat. Et ça, c'est une super bonne nouvelle qui en appelle d'autres, évidemment, parce que dans la période, on va avoir besoin de pas mal de contre-camps pour s'en sortir. Oui, il va falloir beaucoup. Merci, Julia. Eh ben, merci à vous. Donc, Julia Amlaoui, la chef du service matinal de l'UMA, qui était avec nous pour sa chronique Backlash et qui reviendra aussi pour la prochaine, le 11 mars. À la prochaine, merci beaucoup. Et on va accueillir Karine Janselme, qui nous rejoint. Karine Janselme, qui est journaliste spécialisée à l'UMA sur les questions de féminisme et de violence de genre. Salut Karine. Salut. Et on va passer donc à l'interview de Blanche Chabat. Encore une fois, merci Blanche d'être avec nous. On est super contente que tu aies réussi à te libérer. Moi, je suis très heureuse de cette rencontre. J'adore ton travail, donc je suis très contente de te voir aujourd'hui. Tu es une militante féministe, tu es engagée aussi pour le climat. Tu t'es battue aussi contre l'extrême droite et pour le nouveau Front populaire lors des législatives les dernières, là en juillet. Je voudrais d'abord te faire réagir sur les actualités qu'a présentées Julia. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui te font bondir? Enfin, j'imagine beaucoup, je pense. La plupart de ce qu'elle a dit me fait bondir, forcément. Mais j'ai envie d'insister un peu sur la fin, dans le sens où, en fait, les mauvaises nouvelles, on est au courant qu'elles sont là et c'est presque impossible d'y échapper. Tellement on est bombardé de nouvelles anxiogènes et vraiment qui ont l'effet de nous tétaniser, en fait, de nous stupéfier et de se dire c'est pas possible. Moi aussi, si c'était dans un roman d'anticipation, je me dirais que c'est complètement exagéré et que jamais ça passerait. Et pourtant, c'est la réalité. Et donc, du coup, insister sur ce qui se fait, les réseaux de résistance qui se mettent en place, les choses qu'on réussit à grappiller malgré l'offensive réactionnaire qui a malheureusement pas attendu Trump, hein, parce que nous, c'est toujours le même président, nous, qu'on a depuis avant que Trump soit élu, réélu, enfin, élu, battu, puis réélu. Donc, en réalité, oui, il a été élu en 2016 la première fois. Donc, en fait, nous, c'est que du Macron depuis tout ce temps-là. Et ça n'a fait que empirer. Mais pendant cette période en fait délétère, et ben il y a eu aussi énormément de contre-attaques, de résistance, d'élan collectif, notamment lors des législatives avec le NFP. Et c'est là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent, en fait. Et par exemple, cette stat qui fait peur les jeunes hommes sont de plus en plus masculinistes et les femmes sont de plus en plus féministes. En fait, c'est alarmant, mais ça veut aussi dire que les jeunes hommes, on peut avoir une influence sur eux parce qu'il y a des programmes qu'on peut voter, comme l'éducation à la vie sexuelle et affective, et les gens qui sont d'une tranche d'âge plus avancée sont de plus en plus féministes. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, les personnes qui votent les lois, les personnes qui peuvent s'engager en politique, les personnes qui ont le plus d'agentivité dans la société, c'est pas les plus jeunes. Et donc, du coup, l'idée de dire que... Moi, je récuse absolument le fait qu'on fasse peser le sauvetage du monde sur les plus jeunes. C'est vraiment les personnes qui souffrent le plus des politiques délétères et qui ont le moins de pouvoir de changer les choses, tout simplement parce que c'est les personnes les plus pauvres, les plus mal logées et les plus...
qui rencontrent le plus de difficultés à s'engager dans la vie publique. Et donc, du coup, qu'on me dise, il y a une tranche d'âge qui est de plus en plus masculine, c'est dommage, mais c'est pas celle qui a le plus d'impact sur nos politiques. Et c'est celle sur laquelle nous, on peut avoir le plus d'impact. Donc, en fait, on peut transformer cette nouvelle un peu flippante en une stratégie pour mieux résister. Et pareil, quand on parle de l'élection de Trump, on parle toujours voilà, le président, mais le président, il fait pas tout ce qu'il veut, même s'il donne cette impression. Il y a des décrets, certaines de ces grands effets d'annonce qui ont déjà été invalidés par la Cour suprême et qui ont déjà été déclarés anticonstitutionnels. Mais ça, on le voit pas. Ça, c'est moins annoncé. Et pareil, les 7 sur 10 référendums qui protègent l'IVG, même dans des États méga conservateurs, c'est aussi complètement passé sous les radars, tellement on était tétanisés par l'alliance diabolique, là, Trump-Musk. Et donc, du coup, moi, je réagis un peu à cette chronique en disant que faire des chroniques de tout ce qu'on réussit à mettre en place malgré tout, sans être naïf non plus, sans se mettre des œillères, mais juste en gardant le cap, ça permet aussi de sortir de la tétanie et de l'impuissance collective, et ça fait du bien aussi. Oui, par exemple, en Argentine... on oublie que face à Milei, le week-end dernier, il y a eu 1 million de féministes qui se sont levées et qui ont dit non, stop, nous, on refuse cet antiféminisme primaire. Donc, et puis, comme tu parlais des tranches d'âge, c'est vrai que les tranches d'âge, donc si on note, finalement, on s'y attendait peut-être moins que le sexisme ordinaire baisse chez les hommes d'âge mûr. Justement, on a plutôt du mal à les faire bouger d'habitude. Donc c'est chouette. Et peut-être qu'on peut espérer que pour ceux de la tranche d'âge 18-24, eh bien, dans les années qui viennent, on arrivera à changer la donne. Voilà, avec des différents outils. Il faut voir aussi comment réussir à parler à tout le monde, enfin tout le monde sauf l'extrême droite. Voilà. Oui, pour mieux défendre tes idées, toi, ton arme, c'est le dessin. Et notamment la BD avec des albums, j'aime bien les titres comme Nos mutineries, Mythes et meufs, pardon. Mais donc toi, tu n'as pas un parcours classique. Le dessin, tu l'as fait, tu as un autre parcours que les cours classiques de dessin. Voilà, j'ai pas fait d'études de dessin à proprement parler. Après, c'est rigolo parce que dans la bande dessinée, il n'y a pas forcément de voie royale pour faire de la BD. Il y a plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents, mais enfin, la plupart ont quand même... Enfin, souvent, il y a une formation de dessin quelque part. Et moi, les rares fois où je me suis essayée à une formation purement artistique, j'ai pas aimé. J'ai fait 6 mois de prépa d'art et j'ai pas du tout aimé... Enfin, c'était pas une formation pour moi, quoi. Ça m'a pas plu du tout. Et j'ai fait 1 an d'école de BD aussi, mais pareil, malgré tout, le bien que je pensais de mes camarades de promo, c'était pas du tout une méthode d'enseignement qui me convenait. Et donc, j'ai bifurqué, je suis allée à la fac et j'ai fait un master d'histoire de l'art et de littérature et ensuite un deuxième master de sociologie de l'art à l'EHESS. Et là, je me suis vraiment trouvée parce qu'en fait, c'était la jonction que j'attendais dans ma scolarité entre le littéraire, l'analytique et le politique. Et en fait, faire de la sociologie de l'art, c'était vraiment faire le lien entre énormément de choses qui me mobilisaient et que je pouvais analyser avec un support artistique en plus. Et c'était aussi un endroit, en tout cas à l'EH et dans le parcours que j'ai suivi, où on était encouragé à parler de notre point de vue situé. Et donc à parler depuis le point de vue de quelqu'un qui se mobilise politiquement aussi. Et c'était pas forcément mal vu, comme ça peut l'être dans certains parcours plus académiques d'art ou d'histoire de l'art, de présenter son opinion et de replacer les objets culturels dans leur contexte de production. C'est-à-dire de dire qu'en fait, l'œuvre, elle n'est pas neutre et la personne qui la produit est forcément à prendre en compte dans l'objet qu'on analyse. Et ça, c'est des trucs qu'on m'avait un peu tapé sur les doigts en parcours histoire de l'art en me disant « Mais non, vous devez parler de l'œuvre, vous devez avoir un point de vue un peu d'esthète, avoir une analyse purement de l'ordre du beau et pas forcément le replacer dans le contexte de production et porter du coup un jugement. Faut-il séparer l'homme sur les mœurs, voilà, exactement. J'avais notamment un passage de mon premier mémoire sur la Lolita et on m'avait un peu dit non mais Blanche, vous n'êtes pas censée dire ce que vous pensez de Lolita. Et j'étais là oui mais tout de même. Et donc du coup je me suis beaucoup épanouie dans ces études là. Et j'ai en même temps commencé à faire de la désobéissance civile féministe l'année où j'étais diplômée. Et j'ai lancé mon compte Instagram en 2019-2020 donc, et je me suis mise à représenter mon militantisme de terrain. Et en fait, là où mes études sont importantes dans ce contexte-là, c'est que ça me donnait une assise un peu théorique pour faire de la vulgarisation sur mon Insta. Et donc du coup, en même temps, je mettais mon corps en mouvement
et je faisais de la désobéissance et je rencontrais des gens et j'apprenais énormément de choses sur le terrain grâce à d'autres féministes qui avaient des backgrounds complètement différents du mien et qui ont énormément enrichi mon militantisme. Et de l'autre côté, j'avais un peu cette assise sociaux qui me permettait de me sentir apte à dessiner en fait toutes les choses que j'apprenais et que je trouvais pertinentes et à en rendre compte en BD pour informer, partager ce savoir. Et donc rapidement, il y a une communauté qui s'est créée autour de ce contenu que je partageais sur Insta. On peut peut-être rappeler La Nuit remue Paris. Voilà, c'est vraiment Paris. ce que j'allais dire. La Nuit remue... Mon Insta, non, et du coup, c'est devenu La Nuit remue Paris. Et c'est ça qui m'a permis ensuite d'arriver dans le monde de la publication BD, puisque on est venu me dire en fait que c'était intéressant ce que je disais et ce serait intéressant de le publier. Voilà. Et finalement, il y en a d'autres comme toi. Je pense à Myriam Mal ou je pense aussi à Liv Strömquist, la Suédoise, qui est un peu la reine dans le domaine. Donc, tu es un peu notre Liv Strömquist française. C'est un très, très beau compliment, ça. Ouais. Et tu as Fémi Lily qui te fait coucou et qui dit trop chouette d'entendre Blanche en interview. Voilà. C'est vrai. Nous aussi, on est très contente. Et justement, tu parlais d'engagement. Alors, comment tu es devenue féministe? J'ai cru comprendre que tu es partie en Espagne un certain temps, 1 an, je crois, et que on connaît le côté avant-garde de ce pays, notamment la loi contre les violences de genre dès 2004, qui a fait baisser les féminicides d'1 quart, ce qui est quand même en 20 ans, ce qui est incroyable quand même. Et puis la dernière loi en 2022 sur le consentement, seul un oui est un oui. Est-ce que c'est ça ton déclic féministe? En fait, j'en ai eu plusieurs des déclics féministes. Madrid, c'était très important pour moi, mais je me considérais déjà comme féministe avant. Je le revendiquais, mais c'était un féminisme très théorique. Et donc, du coup, c'était avoir des belles idées et des beaux discours. Et lire des livres qui m'enthousiasmaient, mais c'était pas tout à fait incarné et j'avais pas encore commencé à militer, on va dire, sur le terrain. Et en fait, l'Espagne, ça a tout changé parce que j'ai eu la chance de faire mon Erasmus là-bas, du coup, pendant 1 an, mais pas n'importe quelle année, en 2017-2018, c'est-à-dire l'année des viols de Pampelune, exactement. Et du jugement de la Cour qui est scandaleux, où ça a été requalifié en agression sexuelle et non pas en viol, alors qu'il s'agit, attention, trigger warning du coup, mais oui, peut-être qu'il faut rappeler la manada. Voilà, j'allais dire, c'est la meute. Et tu disais tout à l'heure, il faut des preuves filmées pour que les hommes soient reconnus coupables, mais parfois même ça suffit pas. C'est-à-dire que dans les viols de Pampelune... C'était un groupe, peut-être que tu peux rappeler ce qui s'était passé. C'est un groupe de... Je sais plus si c'était des étudiants ou des lycéens, mais vraiment des très 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 jeunes, 18-19 ans max, qui se sont organisés pour commettre un viol collectif le soir des fêtes de Pampelune. Où tout le monde est très alcoolisé, c'est la fête, et il y en a qui en profitent pour commettre des agressions. Et on avait des preuves sur des messages qui s'étaient envoyés en disant ce soir, on prévoit d'agresser... J'ai dû le corps, c'est pas évidemment comme ça qu'ils le formulaient, mais on prévoit d'agresser telle meuf, etc. Et ils se sont filmés en le faisant, ils se sont envoyé les vidéos entre eux. Et donc, même ça n'a pas suffi à l'époque, en 2016-2017, pour que ce soit qualifié de viol. Ils l'ont requalifié en agression sexuelle. Ils ont dit que c'était, abuso sexual, ils disent en espagnol, et pas violation. Et du coup, ça a fait une vague d'indignation, mais colossale dans tout le pays, où vraiment, mais ils étaient écœurés, quoi, en disant, mais en fait, c'est pas possible. Si des mecs préméditent, c'est vraiment les chefs les plus graves, vraiment violents, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que pénalement, quand c'est prémédité et qu'on a des preuves filmées, c'est irréfutable en fait. La préméditation, oui. Après, le droit espagnol, c'est pas ma spécialité, donc, mais oui, tout à fait. Et donc, j'abrège un peu sur cette histoire, mais du coup, les féministes se sont organisées parce que c'était pas non plus spontané, tout le monde est allé dans la rue directement. Ça a pris 1 an où ils se sont dit, bon, pour le 8 mars prochain, on fait un truc gigantesque et on s'organise entre nous, différentes classes sociales, différents mouvements féministes, et avec différentes stratégies selon les moyens de chacune, parce qu'on sait que faire une grève féministe quand on est extrêmement précaire, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et donc du coup il faut jouer sur la solidarité justement pour que tout le monde puisse manifester et se mobiliser sans mettre en danger sa santé, le soin de ses enfants, son travail, etc. Parce qu'on n'est évidemment pas tout égal
à cet égard-là. Et l'organisation a été tellement efficace que le 8 mars, tout le pays a été bloqué. Du coup, moi, j'étais là-bas. Le 8 mars 2018, j'étais dans la rue et j'ai été complètement prise par l'espèce de marée violette féministe. C'était la première manif que je faisais toute seule. Et en fait, je me suis pas sentie seule une seule seconde parce que on était des dizaines, des centaines de milliers. Et j'ai fait la manif avec des inconnus totales en me sentant entourée comme de sœurs, quoi. Et surtout pour un moment aussi crucial en termes de bataille culturelle et politiquement aussi. Et on sait aussi que voilà, l'Espagne n'est pas à l'avant-garde du féminisme par hasard. C'est aussi parce que les féministes espagnoles ont su aussi trouver des stratégies politiques opérantes dans un pays qui connaissait des injustices qui donnait la nausée en fait. Et évidemment, je suis revenue de ça en étant reboostée à bloc en me disant mais attendez, faut qu'on passe la seconde aussi en France, quoi. Donc ça a été une expérience évidemment très très importante pour moi et très déterminante. Et après il y a eu les collèges féminicides Paris aussi que j'ai intégré fin 2019. Et donc c'était mes premières actions de désob féministe. Donc c'était pas de la très grosse désobéissance, pour faire quand même des choses illégales. Il y a des colleuses qui se sont fait attaquer par des voitures qui ont essayé de les... Non, tout à fait. Finalement, oui, mais c'est pas la si... police. Enfin, je veux dire, je pense que c'est parce que c'était des féministes qu'elles se sont fait attaquer plus que la désob. Mais tout ça pour dire, il n'y a pas de hiérarchie forcément dans la légalité ou quoi. Non, mais, bien sûr. Mais tu peux te mettre en danger en pensant que c'est petit et que c'est pas si important. En fait, tout acte militant peut être important et dangereux. Exactement. Et nous engage, et engage nos corps et engage notre sécurité. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose de déterminant. Et j'ai commencé à en parler notamment sur les réseaux. Et puis ensuite, ça s'est incarné par plein d'autres formes d'activisme, mais je vais pas mentir. Et ça, c'est vrai qu'en termes de changement de majorité politique, ça joue sur la répression du militantisme, parce que la désobéissance civile, elle peut être plus ou moins tolérée par les parquets, c'est-à-dire... Voilà, à partir de quand le procureur décide de placer quelqu'un en garde à vue par rapport à certains faits, parfois, voilà, ils peuvent fermer les yeux. Si on est sous un régime politique en 2027 d'extrême droite, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, encore plus violent. Je pense notamment à l'artiste Marie Pervenche, dont j'ai été l'avocate. Je suis allée la chercher en garde à vue pour l'assister. Elle a été placée quand même toute la nuit en garde à vue, alors que elle s'était pacifiquement assise devant la Joconde et quand les policiers étaient arrivés sur elle, alors certes elle était torse nu, mais quand les policiers sont arrivés sur elle et qu'elle leur a dit je ne fais rien en fait à part m'asseoir pour manifester contre le manque d'artistes femmes au Louvre, ils ont été ultra violents. Ça se voit sur une vidéo que son attaché de presse avait prise, et alors qu'on voit bien qu'elle est complètement pacifiste, et donc elle a passé 24 heures de garde à vue. Et après son audition, le parquet a vraiment attendu le dernier moment pour la faire sortir. J'ai trouvé ça... j'avais le sentiment qu'on voulait vraiment donner une leçon, quoi. On l'a vu pour les militants pour le climat aussi. C'est toi qui justement milites aussi avec Alternativa, enfin maintenant Action Climat, Justice Climat. Il y a aussi une énorme recrudescence anti-militants pour le climat. Oui, toi, justement, ton engagement aussi sur le climat, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était en même temps que c'est en même temps que le féminisme? Est-ce que ça s'est... c'est en même temps maintenant, mais ça l'a pas toujours été. Au début, le féminisme, c'était vraiment ma priorité parce que c'était ce qui me concernait davantage. Et en réalité, c'était plutôt les hommes de mon entourage, c'est que je trouvais intéressant, qui étaient mobilisés par l'écologie. Et mon petit frère, mon meilleur ami et mon copain de l'époque. Donc, c'est quand même 3 personnes très très proches de moi qui s'engageaient dans cette lutte-là, d'où ils se sentaient concernés, ils se sentaient investis, ils étaient sensibles à cette injustice-là avant d'autres. Et moi, ça me touchait beaucoup moins parce que j'étais consciente, notamment parce que après j'ai étudié pas mal de mythes et de faits historiques aussi pour mes BD, Mythes et Meufs et l'histoire de France au féminin après, et je savais qu'on avait eu par le passé des périodes foisonnante en termes d'écologie, on va dire, où il n'y avait pas de problème de gestion des ressources ou de réchauffement climatique, mais où le sort des femmes était abominable. Et donc, du coup,
il me semblait pas comme la priorité de lutter pour le contexte dans lequel on allait revendiquer nos droits, mais plutôt pour nos droits tout de suite, parce qu'il me semblait que, et c'est un peu la menace du carbofascisme, on pouvait avoir quelque chose de très écolo et de très inégalitaire. Et donc du coup, pour moi, l'ordre des priorités, il était tout défini. Et après, en me frottant un petit peu plus aux théories féministes et notamment écoféministes, on comprend que en réalité les problèmes, mais donc aussi les solutions, sont étroitement liés. Que déjà certaines pensées écologistes ne sont pas dénuées de sexisme, donc il y a lieu d'apporter du féminisme là-dedans. Et les penseuses écologistes, donc femmes ou minorités de genre, sont souvent d'une pertinence incroyable. Donc on gagne vraiment à étudier leurs pensées. Mais aussi, on voit que d'un point de vue très pragmatique, en fait, nous sommes concernés parce que les femmes et les minorités de genre sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et souvent aussi les premières à s'en inquiéter et à se mobiliser. Et quand j'ai atterri dans le militantisme climat et que j'ai vu que les femmes et les minorités de genre représentaient genre 80% des assos, mais que sur les plateaux télé, c'était que des mecs qui en parlaient, je me suis dit qu'il y avait un problème. Comme le plateau parfois de CNews où tu vois que des mecs, tu vois, en train de... une femme, et puis souvent c'est les stéréotypes des femmes qui le valident, quoi. Complètement. Et même sans parler des écueils de certaines mouvances militantes, c'est surtout que en réalité, parce que les femmes et les minorités de genre surtout ont des pensées qui sont souvent marginales, elles ont une manière de voir la société et d'envisager des solutions qui sont originales. Et qui sont novatrices et c'est aussi un truc que je suis en train de déconstruire par rapport à la pensée validiste et en fait les liens entre la lutte anti-validiste et la lutte écologique ils sont immenses parce que en fait on se rend compte que les personnes, notamment au collectif des dévalideuses dont j'ai rencontré une des militantes à Action Justice Climat Paris, comme quoi tout est vraiment lié, qui nous disait qu'en fait leur corps était rejeté parce qu'ils étaient considérés comme improductifs, mais que donc du coup en repensant notre rapport à la production, notre rapport à l'efficacité et du coup le rapport à la gestion du temps et du travail et des ressources, on tombait sur de la pensée écolo en fait tout naturellement. Et c'est aussi pour ça, je pense que Alternativa Paris, anciennement, maintenant Action Justice Climat Paris, s'est autant démarqué dans la manif contre les retraites, contre la réforme des retraites, parce qu'en fait, ce qu'on faisait de notre corps et quelle productivité, la notion de productivité, la notion de rapport au travail, la notion de vivre en fait, et de qu'est-ce que ça veut dire que vivre, est-ce que vivre c'est travailler jusqu'à l'épuisement? Ben non. Et en fait cette vision là du travail et de d'épuiser même nos propres corps jusqu'à la limite du possible, elle est ultra capitaliste et elle est incompatible avec les objectifs d'une planète vivable et d'un monde habitable et donc du coup par essence, c'était aussi un sujet écolo. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment pris conscience que la lutte écologiste, elle avait des ramifications dans tout un tas de choses, à la fois féministes, à la fois anticapitalistes, qu'il était hyper pertinent d'analyser. Et donc, et puis j'avais aussi envie de tester de la désobéissance civile sur autre chose que le féminisme, et sur un autre sujet, de rencontrer différentes personnes qui venaient de milieux très différents, où l'éthique était aussi un peu différente. Donc voilà. C'est vrai que tu as une façon de militer qui est aussi joyeuse et ça fait du bien parce que on voit tellement de violence quand on milite que c'est vrai qu'avoir cette façon aussi de voir les choses, comme tu disais tout à l'heure, aussi de mettre en avant le positif, c'est hyper précieux. Et bah pour moi, c'est... Merci. Pour moi, il faut en fait, parce que déjà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien à l'âme de militer, de faire quelque chose pour rendre le monde un peu moins pourri, quoi. Et pour surtout ne pas rester dans de l'impuissance et dans de la tétanie et dans de l'anxiété. C'est très, très anxiogène de se rendre compte qu'on on va peut-être pas y arriver à préserver un avenir vivable et que c'est les 1% qui décident pour nous. Ça peut être vraiment très, très angoissant et se mettre en mouvement, c'est tordre le cou à son angoisse. Donc moi, je trouve que c'est bon pour la santé, vraiment, de militer. Et après, ça permet aussi de créer des espaces et de rencontrer des personnes qui pensent comme nous, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de créer des espaces de care, de soins, de joie, de douceur et de partage qui contrastent avec la violence, l'ultra-violence de la société à laquelle on est confronté tous les jours. Donc pour moi, c'est une stratégie. Je pense que la joie, ça donne envie
de se bouger, de se mobiliser, de faire comprendre que c'est possible. Si on nous dit tout le temps que tout est foutu, en fait, la tentation, c'est de se dire, à quoi bon et de se replier sur quelque chose d'hédoniste ou de très individualiste. Alors que si on a en tête qu'il y a un horizon, qu'on peut l'atteindre, que c'est possible, et qu'en plus, le chemin est beaucoup plus agréable parce qu'on crée une société en même temps qu'on y aspire. Moi, j'aime bien aussi ça, de se dire que le monde qu'on veut, c'est pas juste des lendemains qui chantent, lointains peut-être, flous, atteignables, peut-être dans 150 ans. En fait, on les fait advenir quand on se met en mouvement. Et ça, voilà, non seulement c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, mais en plus, c'est efficace politiquement. On peut acquérir des vraies victoires en se convainquant mutuellement que non, tout n'est pas perdu, quoi. On le voit avec les séances d'éducation à la vie affective Notamment. et sexuelle qui sont pas tombées du ciel, et qui, si elles sont vraiment mises en place en septembre, sont le fruit de décennies de lutte, en fait, puisque la loi, c'est 2001, la loi qui dit il faut faire ces séances, et puis en fait, après cette loi, personne ne l'a appliquée, on est en 2025. Et même pour la constitutionnalisation de l'IVG, qui est un pas en avant, mais qui n'est pas un droit. On a beaucoup parlé de liberté d'avorter versus le droit d'avorter, donc c'est un pas en avant, mais ça ne garantit pas que l'État mette tout en œuvre pour garantir des IVG, et ça a été critiqué à juste titre à cet égard-là, mais il faut aussi se souvenir que quand la loi Veil est passée, elle était extrêmement imparfaite, et le remboursement n'était pas pour toutes les catégories, n'était pas du tout acquis, et en fait elle a pas cessé d'être amendée, cette loi, pour arriver à la conception de l'IVG, et les semaines qui n'ont pas arrêté de reculer aussi. Avant c'était un délai beaucoup plus court, c'était pas remboursé pour tout le monde, c'était pas dispensé dans toutes les structures, et donc du coup se dire ce qu'on a eu c'est bien, mais c'est jamais assez. En fait, non, c'est jamais assez. Et on continue de se battre pour l'amender. Et il n'y a jamais un moment où la loi parfaite qu'on attendait tombe. Et donc, du coup, pour moi, célébrer les victoires d'étape et se réjouir de ce qu'on a réussi, non pas des acquis sociaux, mais des conquis sociaux, vraiment de ce qu'on a réussi à arracher comme ça avec les dents à un gouvernement qui voulait vraiment pas nous le donner. Il faut savoir se réjouir et le célébrer. Tout en étant consciente. Voilà, c'est une lucidité optimiste. On est consciente que ça suffit pas, mais il faut vraiment se réjouir d'avoir réussi à gratter ça, quoi. On a une question du chat pour toi. Sur tous les sujets, une polarité extrême des mentalités s'installe. Comment lutter contre ça ? Donc, contre cette polarité, en fait, sur effectivement tous les sujets, on le voit. Je pense qu'il faut se parler, et il faut parler aux gens en face à face. Je pense qu'il faut renouer avec le réel. Moi, c'est vraiment une énorme leçon que j'ai tirée des législatives, où pour la première fois de ma vie, j'ai fait du porte-à-porte. C'est-à-dire que je suis allée avec un petit groupe de militants que je ne connaissais pas. C'est des gens de ma communauté que j'ai emmenés avec moi dans une circonscription de l'Essonne pour militer pour Julie Ozen, qui a été élue à l'Assemblée, du coup, qui est vraiment députée écolo du NFP, pour, en gros, aller tracter sur les places de marché, à la sortie de l'école, aux parents d'élèves, etc. Et aller sonner chez des gens pour leur dire « Vous savez qu'il y a une élection dimanche ? Est-ce que vous avez entendu parler des législatives ? Est-ce que ça vous dit d'en discuter ?» Et en fait, juste ça, aller dans l'espace public, vraiment renouer avec le politique. La police, je fais mon intello, mais la police, c'est la cité à la base. Et donc, aller dans la cité, parler avec des gens en chair et en os et leur dire « qu'est-ce que vous en pensez de cette élection ? Qu'est-ce que vous en pensez de l'extrême droite, la gauche, faire barrage ? Venez, on se parle, en fait, plutôt que d'avoir des espèces de hot takes, donc de prise de position comme ça, méga radicale, pas du tout nuancée, qu'on met en un tweet, et puis soit ça buzz parce que tout le monde est d'accord, soit ça buzz parce que tout le monde n'est pas d'accord, et on se fait insulter très très fort. Est-ce que ça fait avancer le débat ? C'est discutable. Je pense qu'il y a besoin de ces espaces-là, mais il y a aussi besoin d'espaces dans le réel où on confronte nos pensées. C'est pas toujours facile, hein. Parfois, on a des gens qui sont très violents, même aussi dans la vraie vie. Hein. Mais on confronte nos discours au réel, déjà, et on confronte nos discours au discours des autres. Et je trouve que... Dites-moi dans le chat si c'est vrai ou pas, mais d'expérience, les gens ne tiennent pas du tout les mêmes discours quand vous êtes en phase 2 ou quand vous êtes à distance, que ce soit au téléphone ou que ce soit par Internet. Les choses qu'on se permet de dire quand on est confronté à la réalité des gens sont vraiment extrêmement différentes. Et il y avait
un sociologue, c'est Vincent Tibéri, je crois, qui était interviewé par Salomé Saké sur Blast il n'y a pas longtemps et qui parlait des sondages et qui disait que les réponses étaient très différentes aux sondages quand c'était un formulaire rempli sur Internet ou quand c'était quelqu'un au téléphone qui nous disait... Voilà. Donc si par exemple on a une question sur ce qu'on pense, je dis n'importe quoi, des termes comme submersion migratoire ou je sais pas quoi, les gens seraient plus tentés de faire moins attention à la portée de ce qu'ils disent quand ils répondent sur un truc en ligne parce que c'est dématérialisé, c'est lointain, c'est distant, alors que quand on leur pose en face la question mais vous vous sentez vraiment submergé vous par les immigrés, en fait l'affect et le fait de peser ces mots et de se rendre compte de ce qu'on dit va être complètement différent. Le fait de le verbaliser. Voilà, Ouais. le verbaliser, de le ressentir. Moins anonyme peut-être aussi. T'as une personne en face. Moins qui répond au anonyme, il y a téléphone. quelqu'un à qui on parle, on doit assumer ce qu'on dit. Et donc ça, je pense que... Enfin, le fait... Moi, je m'étais jamais douté de ça. Mais le fait que lui dise, regardez, rien que cette donnée-là, elle fait que nos avis, nos opinions sont pas les mêmes. Et donc, du coup, pour moi, il faut... sortir de cette polarisation là extrême, c'est sortir un peu des avis un peu prémâchés, un peu comme ça caricaturaux et essayer de se parler, essayer de réintroduire de la complexité dans nos opinions. Moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que parler en face-to-face, ça change complètement la donne. On le voit avec les problématiques de cyberharcèlement que subissent les militantes. Et je crois aussi que autant... c'est difficile de parler avec tout le monde quand il s'agit des personnalités publiques, par exemple des personnalités publiques de l'extrême droite qui sont voilà. Autant oui voilà, mais j'ai bien entendu et je crois que en fait je crois avoir compris ce que tu voulais dire, c'est-à-dire que autant avec les personnalités publiques c'est impossible, autant avec les individus qui peuvent se laisser convaincre, qui avant ne votaient pas pour l'extrême droite et qui en fait ont peut-être voilà, besoin aussi de discuter justement dans ce face-à-face humain et pas dématérialisé. Ce genre de personnes, on peut peut-être les récupérer, entre guillemets, du bon bord, quoi. Enfin, peut-être... Et je pense aussi qu'il faut être intransigeante aussi. Enfin, comment dire, il faut être exigeante aussi, même quand on s'adresse à des personnes qui ont des idées d'une très grande violence, parfois. Ne pas hésiter à leur dire, en fait, ça c'est très raciste, ça c'est vraiment extrêmement violent. De mettre les bons mots. Voilà, de mettre les bons mots dessus et de pas avoir peur des mots aussi. De pas dire non, mais tu comprends, cette personne, son contexte fait que elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle Trouver vote des excuses. Voilà, elle vote facilement. RN. Et ce que je trouve méga paternaliste et assez classiste finalement. Mais Ouais. voilà, exactement, hyper infantilisant de dire non, mais elle vote RN, mais en fait elle sait pas vraiment ce qu'elle fait. En fait, il s'informe pas. En fait, machin. Je suis en mode non, moi j'ai envie aussi de tenir les gens pour responsables de leurs actes et de leur dire en fait là, ce que tu vas voter ou ce que tu dis, ça va pas améliorer ta vie. Par contre, moi, ça va vraiment me mettre en danger. Et de pas avoir peur de dire ça à la personne à laquelle on parle, parce que je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Et il s'agit pas de dire t'es qu'un gros facho, donc je te cancelle de ma vie. Ça, c'est ce que je trouve justement assez caricatural et pas tout à fait opérant, parce que dans la vraie vie, on peut pas cancel les gens. Là, en fait. tu parles de ton cercle aussi peut-être plus proche ou des personnes... je me souviens avoir eu aussi cette discussion avec des abstentionnistes... en tout cas des personnes dans mon cercle amical qui ne savaient pas s'ils allaient voter. Et j'ai eu la même phrase que toi. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que du coup, tu nous mets en danger certains de tes amis qui sont activistes? Tu ne vas pas juste voter. Tu peux aller bouger tes fesses pour une fois et aller voter, tu vois. Pour moi, c'est ça. Mais l'abstention, bon. c'est encore un autre truc. Mais pour moi, c'est sortir de cette posture un peu moraliste de dire voter pour quelqu'un en qui je ne crois absolument pas juste pour faire barrage à la personne qui est pire. Ça va faire une souillure sur mon âme. Je ne peux pas me résoudre à faire ça. Et en fait, je suis en mode, on s'en fout de la souillure de ton âme en fait. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens. Moi aussi, quand je suis allée tracter, je me suis aussi rendu compte du nombre de personnes qui parlent parfaitement français, qui habitent en France depuis 20 ans, qui travaillent en France depuis 20 ans, qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Et j'étais en mode, ces personnes-là, il faut qu'on les aide. Elles ne peuvent pas choisir. C'est littéralement des gens racistes qui choisissent pour elles. Et elles subissent depuis 20 ans cette politique. Mais oui, et elles en font les frais, parce qu'elles habitent là, et qu'elles vivent ça. Et donc du coup, dire je vais pas voter parce que ce serait contre mes valeurs, je suis en mode, écoute, à un moment donné, ta conception personnelle de la pureté est moins importante que la sécurité de gens qui sont vraiment mis en danger très très fort. Enfin là, ils sont en train de remettre en cause le droit du sol, et on n'est même pas encore sous l'extrême droite. Donc voilà, moi c'est plutôt ça que je dis aux gens abstentionnistes. Après, j'ai la chance de ne pas avoir de gens qui votent RN dans mon entourage proche. Mais bon. Oui, ça peut arriver malheureusement. Mais oui, c'est aussi les coupes des subventions alors en direction des minorités, comme tu l'as dit, c'est global. C'est-à-dire que oui, c'est non seulement... en fait, c'est penser qu'à soi, pour moi. Mais je comprends la démarche d'en avoir ras-le-bol et de
pas bouger pour voter. J'ai pu être abstentionniste aussi beaucoup dans le passé. Mais là, ces derniers temps, en fait, c'était trop... Voilà, c'est trop urgent. On se dit, mais attendez, après, coupe de subventions publiques, que vont devenir les associations Droit du sol à Mayotte, comme tu dis. Enfin, là, on est sur des dangers réels, qu'on y est, quoi. Ouais. Et la violence, justement, dans le militantisme, comment tu fais pour essayer de t'en distancier? Quels sont tes... La violence répressive, tu veux dire? Alors oui, alors ça peut être ça, mais aussi voilà toute la haine qu'il y a sur Internet, parce que tu en parlais tout à l'heure, de la violence des réseaux. C'est de moins en moins simple, honnêtement. Mais je m'en distancie en créant, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment... Moi, je ne suis pas du tout dans une posture de cracher sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un outil incroyable. Je pense que ça nous a fait ça nous a fait accélérer, en fait, dans la vulgarisation et la diffusion de la pensée progressiste. Et le fait de sortir des sujets qui étaient l'apanage d'un petit sérail universitaire, comme la sociologie d'ailleurs, et de les diffuser à des gens qui n'ont pas forcément le bagage théorique ou académique pour être confrontés à ces idées-là d'habitude. Comme les concepts féministes, pareil. Complètement, comme les concepts féministes, etc. Maintenant, les gens citent Angela Davis, Judith Butler, ce qui était beaucoup, beaucoup moins le cas il y a quelques années, à moins qu'on soit supramilitant ou, pareil, qu'on ait eu le sésame en fait, du bac plus 5, exactement. Donc ça, je le remets absolument pas en cause, mais pour moi, il faut allier les réseaux sociaux à la vie réelle, en chair et en os. Et donc, du coup, pour moi, me distancier de cette violence-là, c'est en cultivant des cercles dans la vraie vie, enfin, en présentiel, on va dire, et des cercles de discours, d'affection, de militantisme, décorrélés des réseaux. C'est-à-dire que je peux être capable de couper mes réseaux pendant un week-end, alors que c'est très, très, très important pour mon travail, quand même, les réseaux sociaux, pour faire une AG ou une réunion, tout simplement, ou juste se retrouver avec des gens qui partagent ces idées-là, en discuter avec elles et eux, ou juste se faire un ciné et aller voir un film militant avec des amis. Il y a toujours l'idée de faire quelque chose de l'ordre du politique, mais pas en ligne. Et ça aide aussi à se rendre compte que... ça aide à rendre moins réel les gens qui m'insultent en permanence. Et à te protéger. Exactement. Et à protéger, à me protéger, vraiment. Est-ce que tu choisis tes réseaux? Est-ce qu'il y en a certains que tu évites? Ouais, j'ai jamais été sur Twitter X. Jamais. Mais même avant que Musk reprenne les manettes, j'ai toujours trouvé ça beaucoup trop violent. Et très très violent particulièrement envers les féministes. Et du coup, j'admire énormément les féministes qui sont et qui restent. Je sais que Rose Lamy, je suis très très admirative du combat qu'elle mène là-bas. Préparez-vous pour la bagarre. C'est ça, oui, préparez-vous pour la bagarre sur Insta. Mais après, son support de prédilection, c'est l'écrit. C'est-à-dire qu'elle faisait aussi sur l'Insta, déjà, elle écrit des essais. Et puis surtout, son Insta, c'était des posts écrits à la base où elle commentait des discours dans les médias. Et donc, du coup, je pense que les réseaux sociaux, ils ont aussi, les artistes et les activistes ont leur support privilégié. Moi, mon support, c'est l'image. Donc, je suis sur Instagram presque exclusivement parce que c'est le médium de l'image. C'est vraiment le support de prédilection pour faire de l'image. Rose, elle est sur Twitter et Insta, mais elle fait de l'écrit sur Insta. Et Twitter, c'est aussi son support de prédilection parce qu'elle a une plume acérée. Elle a vraiment un sens du comeback incisif qui est super bien, qui sied super bien à ce réseau social-là. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciennes qui sont sur TikTok parce que ils peuvent faire leurs covers sur TikTok, ils et elles peuvent faire des démos de danse, de reprises de chansons, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus adapté à leur manière à eux et elles de militer. Donc voilà, pour moi, je choisis mes réseaux, j'ai jeté mon dévolu sur Insta parce que c'est vraiment celui que je préfère et parce que c'est vraiment le support prédisposé pour faire de la bande dessinée. Et c'est aussi, je trouve, un lieu où le féminisme particulièrement s'est illustré par rapport à un peu à d'autres réseaux où j'ai vu plein d'autres choses éclore, mais il me semble que les pensées féministes et queer intersectionnelles sur Insta, il y a vraiment un vivier hyper riche qui m'a beaucoup nourrie et qui continue de me nourrir encore. Donc pour l'instant, c'est mon réseau. Et justement, tu parles du dessin d'Instagram. Comment toi, tu utilises le dessin? C'est quoi, en quoi cet outil, pour toi, il est plus fort que la parole? Ou pourquoi tu as eu... Qu'est-ce que tu fais passer de mieux ou de différent par le dessin? En fait, c'est même pas une question de hiérarchie, mais je pense que c'est un langage à part entière, le dessin. C'est vraiment une autre langue. Il y a certaines personnes qui préfèrent s'éduquer par le podcast.
Il y a des personnes qui retiennent beaucoup mieux avec le documentaire. Et puis la bande dessinée, la BD de vulgarisation, la caricature, même si je fais pas exactement du dessin de presse, mais ça s'en rapproche. C'est une manière de communiquer des émotions et des informations qui est particulière. Et moi, c'est la manière dont je m'exprime le mieux, je trouve. Et c'est aussi quelque chose qui est propre à susciter de l'émotion. Et on peut faire usage de la narration tout en assénant des infos presque journalistiques. C'est-à-dire que je peux mettre côte à côte une scène un peu émouvante, une blague et des données. Pourquoi pas celle du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Tout ça encapsulé dans un strip, si j'arrive à manier ma narration correctement. Et donc du coup, je trouve que ça peut transmettre des infos percutantes comme le ferait une bonne publicité finalement, où en fait on a du storytelling, on a des couleurs, on a de l'émotion, et on a quand même un message en filigrane qui imprime et qui percute mon lectorat. Et donc du coup, je trouve que c'est tout désigné pour la vulgarisation, mais c'est aussi parce que c'est mon activité préférée de dessiner. Il y avait justement sur l'activité du militantisme, il y avait une question, c'était comment vivre du militantisme. Est-ce que tu as des conseils? Alors, 2 choses. Vivre du militantisme, déjà, c'est complexe parce que c'est exigeant de se tenir à une éthique, de ne pas travailler avec des marques qui font n'importe quoi, de ne pas se brader parce que de dicter ses conditions et de refuser du travail si on nous donne des conditions indignes, et donc du coup potentiellement risquer la précarité, risquer vraiment l'incertitude financière, risquer de se priver de partenaires. Genre, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. Et donc travailler qu'avec des structures engagées, ça veut potentiellement dire travailler qu'avec des gens qui n'ont pas de fric. Parce que la plupart des assos font comme elles peuvent pour essayer de se rémunérer, pour rémunérer des prestats, pour embaucher des gens, etc. Énormément de bénévolat, énormément de retraités qui, ça rentre dans le débat sur le travail et la productivité, mais personnes qui mettent à disposition leur temps parce qu'elles n'ont pas ce souci de la précarité et qui du coup contribuent à la société autrement. Pour autant, c'est aussi extrêmement fécond d'essayer de vivre de son militantisme parce que du coup, c'est un cercle vertueux, mais un vrai. C'est-à-dire que moi, on m'a souvent dit que mon propos était tellement radical que ça allait me couper des opportunités professionnelles. Et en fait, je ne suis quasiment jamais contactée par des entreprises méga dégueulasses parce qu'elles savent très bien que ça ne sert à rien de venir me parler. Parce que je suis tellement sur un curseur qui n'est pas le leur que, c'est pas ça, mon curseur à moi, il est tellement poussé au-delà de ce que ce serait leur éthique à eux, que en réalité, c'est que des structures qui sont déjà dans quelque chose de l'ordre du militant, du politique, du progressiste, qui vont me contacter pour collaborer avec elles et eux, parce que justement, mon propos sied à ce qu'ils et elles défendent. Donc il y a déjà ça fait rencontrer des personnes justement, exactement comme par exemple ce plateau, c'est-à-dire que je suis très heureuse d'avoir été invitée sur ce plateau et je connaissais Violaine, pourquoi? Parce que je suis militante féministe depuis quelques années, que c'est un petit monde et que du coup on croise des personnes que quand on fait des procès, que quand on fait une manif pour Gisèle Pellicot ou quand on essaye de foutre la honte à Depardieu le jour de son procès, on croise des Violaines, c'est normal. Et je connaissais aussi déjà Karine parce qu'il me tenait à cœur d'écrire une chronique pour visibiliser encore une fois des sujets féministes, notamment la plainte à la CEDH, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et aussi, il m'est arrivé de faire la une de l'Humanité, qui est juste derrière, parce qu'on m'a contacté en me disant, c'est le 8 mars, on voudrait une autrice féministe pour faire notre une du 8 mars 2023. Donc, on a vu ce que vous faisiez. Donc, voilà. Et donc, en fait, les opportunités professionnelles et militantes se mélangent quand on se tient à une éthique rigoureuse et un propos... et un propos dans lequel on croit. Et comment moi je vis de mon militantisme au quotidien, en fait je fais des bandes dessinées féministes. Et alors ça, c'est la grande chance que j'ai, c'est d'avoir un lectorat qui est vraiment au taquet et qui achète mes BD. Et du coup mes BD se vendent très bien. Et donc du coup j'arrive à vivre de la bande dessinée, ce qui n'est pas donné à toutes les personnes qui publient, parce que je rappelle que c'est un métier méga précaire et qu'on est extrêmement, extrêmement mal payé. Mais moi, mes mythes et meufs et mon histoire de France au féminin se vendent super bien, donc merci beaucoup. Merci d'acheter mes BD, c'est grâce à vous que je vis de mon militantisme, parce que je produis du contenu qui est vendu en librairie et qui me fait des droits d'autrice.
Tu parlais de Gisèle Pellico, là peut-être que c'est le moment de rappeler qu'en septembre dernier, tu as participé à l'organisation de toutes les mobilisations qu'il y a eu, enfin à Paris, et puis il y en a eu partout en France, et tu parlais de l'importance de se mobiliser dans la cité, d'être vu. Comment ça s'est passé? C'était important, j'imagine, parce que c'est le tout début du procès qui a duré 4 mois, et c'était au tout début pour mobiliser, Ouais. et ça n'avait pas encore pris l'enjeu que ça a pris par la suite. C'est ça. En fait, on sentait que ça allait devenir un truc énorme et on voulait aussi que les féministes s'emparent de ce sujet avant qu'on fasse dire n'importe quoi à ce sujet et à ce procès. Et en fait, il fallait vraiment se positionner sur cette actualité. Et c'est marrant parce qu'on a parlé de Némésis tout à l'heure, et un truc dont on n'a pas beaucoup parlé dans les médias au moment de cette manif, justement parce qu'on voulait surtout pas attirer la lumière sur elles, mais c'est qu'elles ont failli récupérer ce sujet du procès Pellico. Alors on peut se dire, mais comment, puisque c'était un peu le procès emblématique qui contredit toutes leurs thèses méga racistes. Mais en fait, elles avaient commencé à faire des posts en disant Dominique Pellico, comme Gisèle Pellico aurait été raciste, son mari aurait voulu qu'elle soit agressée par des hommes racisés, et donc du coup il aurait privilégié, je mets du conditionnel partout parce que c'est complètement faux, hein, c'est n'importe quoi, il aurait privilégié des agresseurs issus de minorités pour encore plus aller dans la perversion ou je sais pas quoi. Elles avaient commencé à faire des posts là-dessus, et avec Mathilde Caillard et Anna Toumazov, qui sont elles aussi des militantes féministes. Mathilde, elle est aussi, c'est MC Danse pour le climat, elle est aussi à Action Justice Climat Paris avec moi. On a vu en fait qu'il y allait potentiellement avoir une récupération de l'extrême droite et des collectifs prétendument féministes hyper racistes, et on était en mode il faut absolument qu'on leur coupe l'herbe sous le pied et qu'on ne permette pas à l'extrême droite de s'emparer de ce sujet comme ils le font, comme ils phagocytent tout un tas de sujets qui sont normalement des sujets de prédilection du camp progressiste, mais qu'ils récupèrent, comme quand Jordan Bardella a voulu se faire le porte-parole de toutes les femmes pendant les législatives. Donc on était en mode, en fait, c'est impossible, il faut absolument que les féministes s'emparent de ce sujet-là. Donc c'était ça un peu l'urgence de lancer des mobilisations, et puis il y avait effectivement aussi le besoin d'apporter notre soutien à Gisèle, à Caroline Darian, et de pouvoir aussi lier cette affaire à toutes les autres. C'est-à-dire que ce soit pas juste un cas d'exception d'une femme exceptionnelle qui a une dignité incroyable, comme on l'a beaucoup lu dans énormément de médias. Tout ça, c'est vrai. Mais il fallait aussi qu'on arrive à faire le lien avec les autres affaires, celles qui ne bénéficient pas d'une telle médiatisation, celles où il n'y a pas de preuves filmées. Et donc, du coup, il n'y aura peut-être jamais de procès, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Celles où les victimes ont des manières de réagir qui ne sont pas similaires à celles de Gisèle Pellico. Je pense à Adèle Haenel, qui laisse exploser sa colère et qui en est pas moins digne pour autant. Et ou donc la fille de Gisèle. Ou la fille de Gisèle, tout à fait. Donc il était hyper important aussi de dire qu'il n'y avait pas de bonne manière d'être une victime. Et donc c'est pour ça que nos rassemblements, c'était en soutien à Gisèle Pellico et à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. Et comment ça s'est organisé? C'était vraiment une semaine. On l'a vraiment organisé en une semaine, ce rassemblement. C'était incroyable. Non, mais c'était une semaine folle, en vrai, parce que on a lancé l'appel sur Instagram alors que tout n'était pas encore raccord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de sono. Et il fallait absolument que ce soit ce week-end-là parce que Némésis prévoyait quelque chose dans les jours à venir et ont essayé d'ailleurs de cracher notre manif ce week-end-là. Et c'était le week-end de la fête de l'humain, n'est-ce pas? Et donc ça nous a bien mis dans la merde parce que du coup, toutes les sonos de toute l'île de France étaient à la fête de l'humain. Donc pour louer du matériel de sonorisation, mais vraiment, vraiment... La veille, on était là, tout le monde est à l'UMA, mais comment on va faire? On n'a pas de son et tout. Et là, c'est la Fondation des femmes qui nous a filé un coup de main et Action Justice Climat Paris. Et donc, du coup, les deux avaient loué une petite enceinte. Et en fait, combiné avec les deux, ça allait. Enfin, on me dit que tout au bout de la place de la République, on nous entendait pas du tout. Mais les personnes qui étaient devant, quand même, il y avait un micro, une sono. On a contacté plein de personnes qui avaient un discours qui nous semblait méga pertinent, qui parlaient d'endroits très différents du spectre de la mobilisation pour avoir des prises de parole impactantes et que ce soit pas juste nous. Enfin, Anna, Mathilde et moi, on s'est très peu exprimé. On a introduit le rassemblement et ensuite on a juste filé le micro à plein de personnes qui avaient une approche de ce procès et quelque chose à dire sur les violences sexistes et sexuelles qui leur étaient propres et qui étaient propres à leur domaine d'expertise souvent. Et on a voulu que ce soit national, donc que ce soit... Et ça c'était cool parce que je trouve que moi il y avait quelque chose un peu de l'ordre des législatives à ce moment-là aussi, c'est-à-dire qu'on s'est évidemment rapproché d'associations, notamment la Fondation des femmes et nous toutes,
pour coordonner tout ça et puis aussi surtout pour se faire conseiller parce que nous on peut pas lancer une mob nationale à 3 donc il s'agissait aussi de le faire main dans la main avec les assos pour être au clair sur les revendications politiques très très claires qui allaient avec cette mobilisation-là. Et surtout, quand je fais l'analogie avec les législatives, c'est qu'on voulait que les gens dans d'autres villes de France s'emparent du sujet et fassent leur mob à elles. Et c'est-à-dire que Anna, Mathilde et moi, on n'a pas le pouvoir de piloter des mobs nationales depuis Paris à 3 en une semaine. Et c'est-à-dire qu'on a publié une tribune dans Libération. Et la tribune a été reprise par les antennes locales de différents groupes. Il y en a certains qui ont choisi de la lire et il y en a d'autres qui ont choisi de faire intervenir complètement d'autres personnes à leur rassemblement. Et le mot d'ordre, c'était juste soutien à Gisèle Pellicot et aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ensuite, c'était carte blanche pour incarner ce discours-là ville par ville. Et donc, du coup, moi, ça m'a émue aux larmes parce que moi, je m'occupais de Paris, du coup, puisque c'était le rassemblement de là où j'habitais. Et quand j'ai vu toutes les stories de toutes les villes où il y avait eu des rassemblements dans lesquels je n'avais rien à voir, mais qui, du coup, reprenaient les mots d'ordre qu'on avait eu envie de voir essaimer et qui s'emparaient du sujet pour faire une mobilisation propre au groupe local, en fait, et ben, c'était très, très, très puissant. Et ça aussi, pour moi, c'est vraiment des enjeux de bataille culturelle. C'est de dire, c'est pas juste on attend le verdict, c'est on s'empare de ce sujet et on montre en fait que la société civile est scandalisée, qu'on n'accepte pas ce qui se passe et que surtout le territoire, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc voilà. Waouh. Oui, c'est ça. Wow. Non, mais c'était super chouette, c'était vraiment un moment très très fort. Et en parlant de mobilisation, ça me permet de rebondir sur une question qu'on voulait te poser, qui est celle de savoir comment ça s'est passé, l'organisation de la campagne Notre Orage. Donc je rappelle rapidement que la campagne Notre Orage, elle a été lancée donc, notamment par Blanche Sabat et d'autres féministes dont on parlera. C'est pour soutenir, alors c'est un phénomène qu'on appelle la victimisation secondaire, c'est un peu du jargon. Pour vous expliquer brièvement, c'est les dysfonctionnements dans la justice qui vont causer de nouvelles souffrances aux victimes, c'est-à-dire qu'elles sont déjà d'abord victimes une fois du fait de leur agresseur, puis une seconde fois parce que quand vous déposez plainte, et bien ensuite vous avez souvent pas de nouvelles de la plainte, ou bien alors vous savez pas quand c'est classé, ou bien la confrontation est très mal organisée, c'est extrêmement retraumatisant pour les victimes. Et donc Blanche, tu as participé à mettre en lumière ces problématiques-là à travers une campagne qui s'appelle Notre Orage, OHRAGE, sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors, la campagne Notre Orage, ça a été lancé par Hélène Martinelli et Rachel Dano. Hélène, c'est une artiste, donc c'est une activiste climat. Elle est aussi à Action Justice Climat Paris. C'est une activiste climat et féministe, et elle est aussi chanteuse. Et Orage, c'est un de ses titres qu'elle a chanté sur un des chars à la manif Nous Toutes de 2023, il me semble, la manif du 23 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences sexistes sexuelles. Elle a chanté cette chanson Orage qui a des paroles justement féministes, qui luttent contre la victimisation secondaire, qui parlent d'injustice et d'à quel point le système judiciaire est inadapté au traitement des violences sexistes et sexuelles. Et de là est partie l'idée de lancer une campagne pour soutenir une victime en particulier, qui s'appelle Clara Achour, qui a porté plainte contre son violeur, et son violeur a été acquitté. Et le récit de sa procédure est complètement lunaire. Elle a beaucoup souffert de traitements complètement absurdes et ultra violents qui lui a été réservé par la justice française. Et elle a porté plainte pour cette raison-là à une instance encore supérieure, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette fois-ci, elle porte plainte contre la France en disant la manière dont j'ai été traitée pendant ce procès est scandaleuse et la France est condamnable. Regarde la Convention d'Istanbul que nous avons signée. C'est-à-dire qu'elle est censée mettre en place des dispositifs pour que les victimes ne souffrent pas du tout à ce point pendant un procès. Et cette convention d'Istanbul, qui a des points en fait qu'on s'est engagé à respecter, et ben la France ne la respecte pas. Donc Clara porte plainte et Hélène se dit je veux soutenir ça, je vais soutenir sa campagne à elle et médiatiser son affaire qui était encore très confidentielle à ce moment-là, grâce notamment à ma musique. Et Rachel Dano, elle est réalisatrice, elle a réalisé le clip de Notre Orage, de la chanson Notre Orage, et elle aussi, elle a mis ses talents d'artiviste, elle est aussi à JC Paris évidemment, au service de cette campagne-là. Et moi, j'interviens plus en retrait. Moi, je suis marraine du projet avec Mathilde, toujours MC Danse pour le climat, plus en termes de conseils, je mets aussi, en fait, pareil, je me mets aussi au service de la campagne. Donc, ça peut être écrire une tribune dans l'UMA, comme on l'a dit tout à l'heure, pour aussi mettre en lumière le combat de Clara. Ça peut être assurer un relais médiatique
pour qu'elles aient, faire bénéficier en fait de mon réseau médiatique, militant, pour les mettre en contact avec les bonnes personnes, pour leur permettre d'accéder à des plateaux télé, à des journalistes, et pour visibiliser cette histoire et cette campagne-là. Et donc du coup, ça s'est traduit par une série d'actions artistiques et militantes tout au long de l'automne, en fait, de octobre jusqu'à début janvier, qui visait à mettre en lumière donc cette plainte à la CEDH et tout ce que cette plainte à la CEDH recouvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la victimisation secondaire, c'est quoi la Convention d'Istanbul, pourquoi ce serait important si la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la France devant la justice, parce que ça pourrait potentiellement enclencher déjà une prise de conscience, mais surtout un amendement, des changements dans la loi. Et là, au niveau du calendrier, vous avez une date, de visibilité. On attend en fait parce que la Cour européenne des droits de l'homme va rendre son verdict. Il nous avait dit début d'année, janvier, donc là, on est déjà en février. Donc c'est imminent. C'est-à-dire qu'elle va rendre son verdict là incessamment sous peu. D'accord, donc là on l'attend. On l'attend de pied ferme. Il y a une action qui est prévue au moment du verdict. En fait, on sera prévenu normalement une semaine avant que la Cour va rendre son verdict. Donc j'avais lu fin 2024, mais... Ouais, en fait, c'était premier semestre 2025, mais premier trimestre 2025. Donc nous, on l'attendait en janvier. Il y a eu le délibéré, mais qui n'a rien à voir, mais sur le viol conjugal aussi de la CEDH qui est tombé. Le nôtre, il va probablement tomber bientôt après. Une belle victoire. Hein. C'est clair. Ouais. Et donc, il y aura une action de prévue au moment du verdict. Si c'est pas condamné, le mot d'ordre sera « on lâche rien ». Et si c'est condamné, ce sera « maintenant, c'est le moment de faire changer la loi ». Voilà, voilà la campagne, grosso modo. On sera là, l'humain sera là, suivra tout ça. Trop bien. Croise les doigts, parce que c'est vrai que les victimes sont tellement mal accompagnées et donc même maltraitées par le système judiciaire que si la Cour européenne des droits de l'homme devait entrer en voie de condamnation, ça permettrait peut-être de pousser des réformes législatives, comme par exemple permettre aux victimes qui déposent plainte de bénéficier d'actes d'investigation obligatoires et systématiques, donc après un dépôt de plainte et dans un délai raisonnable. Autrement dit, de manière... plus clair, quand vous déposez plainte aujourd'hui, vous n'avez pas de garantie, ça semble peut-être dingue, mais vous n'avez pas de garantie que l'homme que vous accusez soit auditionné, qu'il y ait une enquête d'entourage complète, que son téléphone soit investigué, ainsi que son matériel informatique. Donc déjà, si on réalisait ça, je pense que on maltraiterait moins les victimes. Voilà. Et l'idée aussi avec cette campagne et avec les précédentes, c'est de créer un continuum, comme on parle tout le temps du continuum des violences sexistes et patriarcales. Moi, j'ai envie qu'on crée un continuum féministe, notamment dans la bataille culturelle, c'est-à-dire qu'on fasse le lien, que ce soit plus juste des trucs isolés. C'est aussi Rose Lamy qui fustige cette appellation de faits divers, et qu'en fait, même les grands procès qui sont pas des faits divers, mais je veux dire, même les grands procès qui sont médiatisés, ils le sont souvent médiatisés de manière individuelle. On va parler de l'affaire machin, et puis de l'affaire machin, et puis de machin, et on va pas forcément faire le lien entre les différentes affaires. Mais là, typiquement, pour moi, même si a priori ça n'a rien à voir, puisque Clara et Gisèle Pellicot n'ont aucun lien et que leur viol ne se ressemble pas du tout et que l'issue de la justice est complètement différente, puisque le violeur de Clara a été acquitté alors que les 50 accusés condamnés 51 condamnés du procès Pellicot ont été condamnés, donc on pourrait se dire finalement rien à voir entre ces deux histoires, mais en fait si, parce que alors déjà il y a de la soumission chimique dans les deux affaires, mais surtout ça a toute son importance avec l'investigation des plaintes qui sont déposées, parce que on rappelle que l'affaire Pellicot, c'est un peu une espèce de d'excès de zèle, en fait, des policiers qui ont décidé d'investiguer l'ordinateur de Dominique Pellicot et qui ont trouvé les vidéos incriminantes sur son ordi. Et c'est là qu'en fait, ils ont déroulé le fil de tout son continuum à lui d'agression et de violence sexiste, alors qu'à la base, il était juste poursuivi pour avoir filmé sous les jupes des femmes, ce qui est quand même hyper différent. Ça laisse imaginer ce qu'on trouverait donc si on saisissait ces données. Si on le faisait à chaque fois. On trouverait sûrement d'autres choses et on trouverait les preuves, en fait, tout simplement. Mais voilà. Et donc, du coup, si cette plainte à la CEDH et cette condamnation à la CEDH, elle amenait à ce changement-là dans la loi, ce serait un nombre incalculable d'affaires qui seraient menées différemment, comme on en a la preuve avec l'histoire de Gisèle ou l'histoire de Clara. Donc en fait, et pareil pour le procès d'Anna Hélène aussi, tu vois, quand on disait, quand elle disait très récemment sur Mediapart, ce qui était hyper beau aussi, en fait, condamner, oui, c'est bien, c'est important, mais qu'est-ce qu'on fait pour réparer les victimes ? Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin des personnes ? Il faut avoir le droit, elle disait des trucs qui, a priori, n'ont rien à voir avec le féminisme, mais en fait, ça a tout à voir. Elle disait, c'est le droit d'être en sécurité, le droit d'avoir un logement, le droit d'être soigné, et ça, c'est des droits fondamentaux féministes, et c'est ça que la justice, le fait d'obtenir justice, c'est ça que ça devrait nous garantir. Et donc en fait, en faisant le lien entre ces différentes affaires, en faisant ce continuum féministe, on arrive à
tenir en fait le micro et de garder les projecteurs sur les sujets de société. Les grands sujets de société sont intrinsèquement féministes et du coup on empêche l'extrême droite de récupérer ces sujets-là et de leur faire dire n'importe quoi. Et même lors des procès, elle devrait être accompagnée Complètement. par des psys, et même après, parce qu'on sait bien que c'est après que... Enfin, c'est ce que disait par exemple Gisèle Picot, qui disait qu'elle allait s'effondrer après le procès, qu'elle était contente d'être soutenue pendant, mais qu'elle avait très peur de la fin du procès, de se retrouver seule avec sa solitude et son angoisse. Et que c'est important. Il y a une asso qui fait ça d'ailleurs, qui s'appelle la Brigade d'Action Féministe, qui nous a accompagnés pour encore une autre mobilisation pour les procès de Depardieu. Et en fait, elles font ça, je les connaissais pas du tout, c'est Victoire Tuaillon qui me les a présentées. Elles accompagnent des victimes qui sont pas du tout connues, pas du tout médiatisées et qui sont solo dans leur procès et qui sont parfois toutes seules. Enfin, je veux dire, souvent c'est jugé dans des tribunaux qui sont pas là où elles habitent, donc elles doivent se déplacer toutes seules, endurer ces heures et ces heures de procédure, alors que parfois en plus elles sont pas informées sur ce qu'elles ont le droit de faire, de demander, etc. Et donc il y a des assos féministes qui font 100% du travail de care, là, du travail qui devrait être pris en charge par nos structures, en fait. Par la société. Exactement, par la société, et qui n'est pas du tout fait parce que c'est pas ça qui les intéresse, ça les intéresse pas, quoi. Elles sont pas conscientes du problème, en tout cas. Et donc, du coup, voilà, cet asso-là, je voulais attirer l'attention là-dessus. Parce que, c'est pour ça que s'abstenir de voter et donc de ne pas voter à gauche, c'est aussi aller dans le sens de moins de financement pour ces assos qui font un travail, en fait, d'utilité publique. Complètement. Donc, en fait, on ne devrait même pas avoir besoin d'assos pour faire ça. Ça devrait être l'État qui devrait garantir aux femmes d'avoir un avocat ou une avocate prise en charge par l'État en cas de violence sexuelle ou de violence de toutes sortes. Comment on peut aujourd'hui trouver ça normal que la défense soit réservée à une élite qui peut se payer des bons conseils? Bien sûr, c'est complètement linéaire. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des BD ou des œuvres d'art féministes qui t'ont particulièrement inspiré, Blanche? Des BD ou des œuvres d'art, oui, il y en a plein. La BD de Pénélope Bagieux, Les Culottés, déjà, bien sûr, incontournable, génial. Et ça, justement, j'adore cette BD parce que qu'est-ce qu'elle est positive. C'est-à-dire que quand on voit... Non, mais il y a un côté un peu You Can Do It qui fait vraiment du bien, où c'est pas juste étaler toutes les souffrances que les femmes ont endurées à travers les siècles, mais aussi des femmes qui ont trouvé des moyens de reprendre de la... Ça veut pas dire forcément devenir riche ou devenir des superstars. Non, c'est pas du woman empowerment libéral. C'est pas ça, c'est pas genre femme puissante non plus. C'est... reprendre sur sa vie, reprendre son destin. C'est avoir de la gentilité. Et ça peut être, à un moment, il y en a une qui... une histoire toute humble, en fait, d'une femme qui voulait juste... Elle était protestante et son mari était catholique ou l'inverse, et ils voulaient être enterrés dans le même cimetière et c'était pas possible, et ben son combat c'était ça, quoi. Et ça peut être ça parfois, et c'est juste aussi reprendre un petit peu le contrôle, les manettes un peu de son destin, parfois d'une manière détournée, et parfois tard aussi dans la vie. Il y a aussi une femme qui est devenue une aventurière après que son mari, qui était taxidermiste, est mort, et c'était à la cinquantaine, quand son mari décède, elle se dit qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, j'ai jamais pensé à autre chose à part être avec mon mari et le suivre. Ou alors cette femme qui est devenue maquettiste pour recréer des scènes de crime, qui a du coup eu des méthodes qui ont été utilisées par la police scientifique de New York, alors que de base elle faisait des maquettes victoriennes comme toutes les femmes au foyer de son époque, et elle s'est découvert cette passion sur le tard. Enfin voilà, c'est très atypique. Enfin, je vais pas vous faire un résumé des culottés. Mais... Sacha dit dans le chat, les culottés, c'est pas des start-upeuses. Non, effectivement, non, oui. Voilà, pas du tout. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée, mais il y a quand même un côté très dynamique. Dans cette BD qui en fait pour moi vraiment une milestone vraiment un point cardinal de la BD féministe. Et après, j'aurais dû y penser avant. J'aime beaucoup Les Bergères guerrières. C'est une série d'aventures jeunesse, mais moi je suis d'avis qu'on devrait lire plus de trucs jeunesse parce que c'est génial, et parfois les libraires nous les conseillent, enfin pas les libraires, c'est pas leur faute, mais parfois c'est mal rangé, enfin où c'est foutu dans une catégorie jeunesse et les gens vont être un peu frileux et vont se dire ah non jeunesse non, alors qu'en fait c'est très 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 riche le contenu jeunesse, et c'est un ordre de bergères combattantes qui s'est créé après que tous les hommes soient partis à la guerre et personne n'est jamais revenu, et donc du coup c'est de l'aventure, c'est pacifiste, c'est écolo, c'est dynamique, c'est hyper bien dessiné, c'est trop beau. Donc ça m'a beaucoup inspiré aussi. Il y a une BD qui vient juste de sortir qui s'appelle Sibylline,
de ma pote qui est aussi Action Justice Climat Paris, parce que je ne connais que des gens de ce collectif. Non, mais beaucoup de mes amies militantes sont aussi dans ce collectif-là. Et elle vient de sortir une BD qui s'appelle Sibylline, chronique d'une escort girl, et qui parle du travail du sexe. Et elle s'appelle comment? Sibylline. Alors, on BD. me fait Ah, signe non, mais celle que... Ma pote, pardon, elle s'appelle Sixtine Dano. On va malheureusement devoir bientôt terminer. Alors Karine, peut-être une question, puis après je te poserai une dernière question. Donc Karine, puis moi. Et mais puis, moi, c'est juste sur ton... c'est tellement passionnante qu'on t'écouterait des heures. Mais non, mais c'est moi qui mets des maxi tunnels, désolée. Non, Ah, c'est non. hyper intéressant. Je crois que tu es invitée pour ça, hein. Pour parler, pas pour les tunnels. Non, je voulais juste savoir, je sais qu'actuellement tu travailles sur une fiction pour la première fois. Ouais. Et donc, j'aimerais juste savoir si c'est une nouvelle aventure féministe ou une nouvelle aventure tout court. Complètement, les deux. Ça va être une série d'heroic fantasy. Donc c'est un genre de bande dessinée qui se situe dans des mondes imaginaires, mais d'inspiration médiévale. Donc ça ressemblera un peu à la France du XIIIe siècle, mais il y aura des pouvoirs magiques, des dragons, des intrigues, des complots. Ça va être très stylé. Chouette. Et ça va parler de lutte sociale. En fait, j'ai transposé des débats qui sont encore extrêmement actuels dans ce contexte-là médiéval, parce que je trouve que c'est vraiment propice, notamment parce que les injustices étaient très 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 flagrantes là aussi, à parler justement d'inégalité, parce que j'ai aussi un peu envie de retourner sur sa tête le trope un peu classique de l'heroic fantasy qui est un grand méchant qui vient et tous les gentils doivent s'unir pour le battre. Moi, mes gentils, ils sont pas d'accord entre eux. Ils ont envie de changer la société, mais ils ont pas les mêmes méthodes et ils ont pas les mêmes priorités. Il y en a qui sont plus lutte des classes, il y en a qui sont full non violents, il y en a qui sont très violents, il y en a qui sont que féminisme, il y en a qui sont que biodiversité, et ils arrivent pas à se mettre d'accord, tous ces gens. Et donc, projet, il est pour bientôt. et ce projet, normalement, le tome 1 va sortir en janvier 2026. D'accord. Et ça va faire 6 tomes. Alors tu réenregistreras. Stay with me. Ouais, Luma. voilà. 6 tomes, Et ça va s'appeler La Cité des Dames. C'est génial comme titre, c'est super. Oui, Et, les refs. Et donc, dernière question pour clôturer, une question qu'on posera à toutes et tous, parce qu'il y aura aussi des hommes invités, mais bien sûr plus de femmes. Donc en fait, cette question, elle peut paraître un peu atypique, mais on aimerait savoir avec quelle personne disparue et illustre, mais surtout morte, tu aimerais éventuellement dîner. Eh bien, du coup, j'aimerais dîner avec Christine de Pisan, qui a écrit La Cité des Dames, l'original, qui est un traité philosophique féministe, publié, accrochez-vous, en 1405. Et en fait, je viens de le finir, je l'ai lu en entier là l'autre jour, et j'étais choquée d'à quel point c'est moderne et encore actuel et radical pour une meuf de 1405. Et vraiment, en lisant ça, j'étais je veux boire un verre avec elle, en fait. Je veux qu'elle me parle de sa réalité de meuf du Moyen-Âge et de comment elle est arrivée à cette pensée méga radicale. Où, en fait, on a l'impression que c'est anachronique de parler de féminisme au Moyen-Âge, et on a l'impression que le contexte n'était pas propice à ce que des gens pensent ça, et que du coup, personne ne l'a pensé, et que du coup, presque les femmes n'avaient même pas les moyens de conscientiser leur oppression. En fait, c'est pas du tout vrai. Donc, c'est un des rares textes qui nous sont parvenus de cette époque-là, d'une meuf méga radicale. Donc, j'aimerais trop pouvoir lui parler. Voilà. Oh, super. Tu sais que dans l'humour, on avait fait une série sur les autrices féministes médiévales, et elle en fait partie. Trop bien. Je t'enverrai. Ah oui, grave. Bah écoute, Blanche, encore merci. Donc Blanche Chabat, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, donc sur les 2 profils maintenant. Attends, j'en ai 3 maintenant. 3, ok. Alors dis-nous les 3. J'ai un Blanche Chabat classique, où il y a ma tête et mes actualités. J'ai La Nuit Remue Paris, qui est mon compte militant, où il y a essentiellement mes bandes dessinées, et vraiment c'est là où j'ai le plus d'abonnés et où j'ai mes parties pris en dessin, et je fais de la vulgarisation. Et maintenant j'en ai un 3e qui s'appelle La Cité des Dames BD, où c'est l'actu lié à ma future BD. Génial. La Cité des Dames. Donc où il y a que ça du coup. Suivre le projet. Trop voilà. bien. Super. Merci Karine. Donc Karine Janssen, journaliste spécialisée sur les questions de féminisme à l'UMA. Et merci à Julia Amlaoui aussi qui était là tout à l'heure, ainsi qu'à Hélène Vézier. On se retrouve toutes et tous le 11 mars pour la 2e de l'émission. Et oui, on me fait signe de bien vous rappeler. Voilà, si vous pouvez vous abonner à l'UMA, faites-le, ça nous aide beaucoup, que ce soit sur la version papier ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, on attend de savoir qui on raid. Ah oui, on raid Jarmou, me demande. Pourquoi pas Jarmou, tu peux dire, mais je crois que est-ce que tu peux le dire à ma place? Je crois que Jarmou, alors, on est en train de chercher qui on raid. Apparemment, ce sera Jarmou, mais on n'est pas sûr. Donc voilà, on attend. N'oubliez pas qu'on a un média de gauche.
Donc on fait... Non, c'est une plaisanterie sur le fait qu'on nous reprochait la dernière fois d'avoir un son de gauche et d'avoir fait 2-3 trucs approximatifs. Oui. Mais alors, on peut être qualitatif sans être de droite. Bon. Et avoir des fauteuils confortables Et en voilà. étant de gauche. Et être beaucoup plus drôle Les gens, oh, c'est quoi la nuit remue, trop cool. en étant de C'est gauche. moi. Ah oui, c'est drôle. Écoutez, vous avez encore quelques minutes pour de vérifier si Ah, donc le temps qu'on vérifie qui on raid. Si vous avez des questions pour Blanche dans le chat, Les gens n'hésitez disent pas. super tes tunnels, bah, ça me rassure beaucoup. Ah. Mais tes tunnels sont super pertinents, donc c'est très chouette de t'écouter. Et donc les 2 liens de La Nuit Remue Paris et de Blanche Chabat sont donc tes 2 comptes sont là. Et donc il y a le 3e compte, tu disais, pour suivre l'évolution de ton projet. Ouais, c'est la Cité, La des, Cité dames, des Dames. BD. Ouais, où j'ai juste mis. Et effectivement, j'étais en train de regarder. Donc demain à 10h, vous pouvez retrouver l'actu donc sur l'UMA, bien sûr. N'hésitez pas à faire tourner les réseaux. Et comme je disais tout à l'heure, pour soutenir le journal, qui est un média indépendant, le mieux, si vous pouvez le faire, c'est de vous abonner. Bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Karine ? Tu voulais pas parler du spectacle de... Si, le spectacle d'Hélène Vézier, Madame Meuf, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Donc, elle a dit qu'elle sera en tournée prochainement et son actu est sur son profil. Donc, je le redis, c'est sur Instagram principalement que vous pouvez la retrouver. Donc, Hélène Vézier, Madame Meuf sur Instagram. Et son dernier livre s'appelle Très Très Feutré. C'est un super livre qui parle du sexisme et de ses aventures en tant qu'ancienne assistante parlementaire, le tout avec de l'humour. Donc, je vous invite vraiment à aller checker et à l'acheter si vous pouvez. C'est important de soutenir les autrices quand on peut le faire. Voilà. Et on va raid Marie Et- Gaille. on a trouvé qui raid. On va raid. Je peux le Ok. dire, Marie Gaille. Marie Gaille, on raid Marie Gaille. Et on se retrouve donc pour la prochaine émission. Merci à tout le monde d'être venu.